Si je vous disais que le plus grand livre jamais écrit sur le trading n'est pas un manuel, mais une histoire, il n'y a ni graphique, ni formule, ni indicateur secret. Il raconte l'histoire d'un garçon qui a fugué avec quelques dollars en poche et qui a ensuite gagné et perdu des fortunes qui vaudraient aujourd'hui des milliards. Un homme qui a osé défier les forces les plus puissantes de Wall Street et plier le marché à sa volonté. Une légende dont le fantôme hante encore chaque salle de marché du monde. Ce n'est pas une histoire d'investissement sûr et à long terme. Il n'est pas question de diversification ou de retraite. Il s'agit du jeu le plus ancien et le plus fascinant qui soit, l'art brut et à haut risque de la spéculation. Il s'agit d'opposer votre jugement, votre courage et votre discipline à l'esprit collectif de la foule. Et bien qu'il ait été écrit il y a plus de 100 ans, ce récit semble arraché à l'actualité d'aujourd'hui. Comment la vie d'un trader de l'époque des réverbères peut-elle nous en dire plus sur la psychologie d'une bulle Bitcoin, la folie des actions, même, ou l'euphorie autour de Tesla que n'importe quelle analyse moderne? Parce que le marché ne change jamais. Et s'il ne change pas, c'est parce qu'il repose sur ce qui ne change jamais, la nature humaine. Bienvenue sur Capitura. Aujourd'hui, nous ouvrons le livre qui est une lecture obligatoire pour presque tous les grands gestionnaires de hedge funds et traders professionnels de la planète. Nous plongeons dans l'esprit du plus grand spéculateur de tous les temps à travers le chef-d'œuvre d'Edwin Fair, Reminiscence of a Stock Operator. Ce n'est pas un simple résumé. C'est un voyage au cœur même du jeu. Restez avec nous, car la sagesse intemporelle de ces pages est la clé pour comprendre non seulement le marché, mais aussi vous-même. Introduction. Le fantôme dans la machine. D'abord, une précision essentielle. Reminiscence of a Stock Operator, publié en 1923, a été écrit par le journaliste Edwin Lefebvre. Mais le livre ne parle pas de lui. Il s'agit d'une biographie fictive à peine déguisée du spéculateur le plus célèbre et peut-être le plus grand de l'histoire, Jesse Livermore. Le narrateur, Larry Livingstone, est Livermore sous un autre nom. Ses victoires, ses échecs, sa philosophie, tout est Livermore. Jesse Livermore était une légende vivante, un titan d'une époque antérieure aux régulations et aux ordinateurs. Il tradait avec son esprit, son intuition et des montagnes d'argent. Il fit fortune en vendant à découvert pendant la grande panique de 1907, un exploit qu'il répéta lors du crack de 1929. La Maison-Blanche l'accusa d'être responsable du crash, et le grand J.P. Morgan le supplia personnellement d'arrêter de vendre. Il fut le premier véritable faiseur de marché, le grand ours de Wall Street, un homme dont les actes pouvaient faire ou défaire des industries entières. Mais il perdit aussi sa fortune à plusieurs reprises, passant des yachts somptueux et wagons privés à la faillite totale avant de se relever encore. Sa vie incarne à la fois les possibilités infinies du marché et ses dangers les plus profonds. Pourquoi cette histoire vieille de 100 ans est-elle encore aujourd'hui la Bible des traders modernes? Parce que le véritable génie de Livermore ne résidait pas seulement dans l'argent qu'il gagnait, mais dans sa compréhension profonde de la psychologie des marchés et surtout de sa propre psychologie. Il apprit, dans la douleur, que le marché est un miroir géant qui reflète les faiblesses émotionnelles de ses participants. L'espoir, la peur, la cupidité et l'ignorance, voilà les forces qu'il a appris à maîtriser en lui-même et à exploiter chez les autres. Regardez le monde d'aujourd'hui. Une vague immense de nouveaux participants a envahi les marchés grâce à des applications sans commission comme Robinhood. Ils ont un accès instantané, mais manquent souvent de la discipline émotionnelle que Livermore mit toute une vie à acquérir. Ils se laissent emporter par le FOMO lors des hausses des crypto-monnaies et achètent au sommet parce qu'ils ne supportent pas l'idée de rester à l'écart. Ce livre explique précisément pourquoi cet élan est à la fois si puissant et si destructeur. Nous avons vu la saga GameStop où une armée de traders particuliers sur Reddit s'est organisée pour défier Wall Street. Ils étaient portés par un récit fort, un sentiment d'appartenance et le désir de voir le petit gagner. Livermore aurait parfaitement compris cela. Il savait que les marchés sont mus par des histoires et que la foule est une force émotionnelle redoutable. Mais il savait aussi qu'au final, le prix doit toujours se réconcilier avec la réalité. Même pour ceux qui suivent une voie plus prudente, comme le mouvement FIR, la sagesse de Livermore est un avertissement. Alors que les adeptes du FIR privilégient l'investissement passif en ETF, l'histoire de Livermore révèle le chant des sirènes de la spéculation, capable de faire dérailler les plans à long terme les plus disciplinés. Sa vie montre avec éclat ce qui arrive lorsque la soif d'argent rapide dépasse la prudence et la patience. Reminiscence of a Stock Operator est une véritable leçon magistrale sur les principes éternels de la spéculation. Ce n'est pas un manuel pratique. C'est une suite de leçons durement acquises, payées avec des millions de dollars et une souffrance psychologique immense. Ce livre t'enseigne que la bande, l'action des prix elle-même, est la vérité ultime.
Il t'enseigne que le véritable argent ne se fait ni à l'achat ni à la vente, mais dans l'attente. Et il t'enseigne que le plus grand ennemi que tu rencontreras jamais sur les marchés n'est ni le smart money, ni les manipulateurs, mais le fou qui habite ton propre cœur. Dans les chapitres qui suivent, nous marcherons aux côtés de Larry Livingstone tout au long de son incroyable parcours. Nous célébrerons ses victoires épiques, ressentirons la douleur de ses défaites catastrophiques et absorberons la sagesse profonde qu'il tire de chaque expérience. Et après chaque chapitre, nous relirons ses enseignements intemporels au marché auquel tu fais face aujourd'hui. C'est bien plus qu'une histoire. C'est une véritable formation à l'art de la spéculation, transmise par le plus grand joueur de tous les temps. Décomposition chapitre par chapitre, chapitre 1. Notre histoire ne commence pas dans les grandes salles prestigieuses de Wall Street, mais dans l'univers enfumé et frénétique d'un bouquet shop en Nouvelle-Angleterre. Nous sommes à la fin des années 1890 et notre narrateur, un jeune adolescent nommé Larry Livingstone, vient de s'enfuir de la ferme familiale avec quelques dollars donnés par sa mère, bien décidé à se faire son propre chemin dans la vie. Il trouve un emploi de garçon de tableau dans un bureau de courtage où sa seule mission consiste à inscrire à la craie les cours des actions transmis par le télégraphe. C'est ici que commence la légende de Jesse Livermore. Pour la plupart, ce travail serait sans avenir. Mais pour le jeune Livingstone, c'était une place au premier rang du plus grand spectacle du monde. Il ne s'intéressait ni aux fondamentaux des entreprises ni aux ragots des anciens. Il était obsédé par les chiffres, par la façon dont les prix bougeaient. Il commença à remarquer des motifs, des rythmes, des comportements dans l'action des prix. Il comprit que les prix ne se déplaçaient pas au hasard, mais selon des tendances. Il se mit à tenir un petit carnet dans lequel il notait secrètement ses prédictions, basées sur ses schémas. Il testait ses théories, affinait son art du tap reading. Très vite, il fit davantage confiance à son carnet qu'aux opinions des courtiers expérimentés. Un jour, un collègue lui donne un tuyau sur l'action Burlington. Livingstone consulte son carnet et son analyse lui indique que l'action paraît faible et qu'elle est probablement sur le point de chuter. Il décide de faire confiance à son propre jugement. Il se rend dans un bouquet shop voisin, une sorte de maison de jeu où l'on pariait sur les variations des prix et vend Burlington à découvert. Il n'avait que 15 ans. L'action chute et il réalise son premier profit. Ce fut l'instant de la révélation. Il comprit qu'il possédait un talent unique pour lire la bande, pour discerner les intentions du marché à travers le prix lui-même. Il quitta son poste de garçon de tableau et se consacra à plein temps au bouquet shops, armé de son carnet et de ses compétences en pleine expansion. Il était si doué qu'il gagna rapidement le surnom de « The Boy Plingé », tant il prenait de grosses positions. C'était un prodige, un talent naturel. Ce premier chapitre pose les fondations de toute sa carrière. Une compréhension intuitive profonde du comportement des prix et une confiance absolue dans sa propre analyse au-dessus des opinions et des conseils des autres. Leçon moderne. Le monde des bouquet shops a disparu, mais son esprit est toujours bien vivant. Ces établissements gagnaient de l'argent en prenant systématiquement le contre-pied de leurs clients, sachant que la majorité des spéculateurs amateurs allaient perdre. On peut aujourd'hui comparer ce modèle à certaines plateformes de crypto-monnaies non régulées ou à certains courtiers en CFD qui offrent un effet de levier énorme à des traders inexpérimentés. L'histoire des débuts de Livermore est celle de tout trader technique accompli. Il n'avait ni logiciel sophistiqué ni algorithme. Il avait un tableau, un carnet et une concentration totale. C'est cela, le trading basé sur l'action des prix. Les traders modernes font exactement la même chose, mais à la place d'un tableau à la craie, ils observent des graphiques en chandelier, le flux d'ordre et les profits de volume sur leurs écrans. Ce chapitre est une puissante leçon sur l'importance du temps passé devant les écrans et de l'observation attentive. On n'apprend pas à trader uniquement à travers un livre ou des vidéos. On apprend en observant le marché, heure après heure, jour après jour, jusqu'à ce que ces schémas deviennent naturels. Et il enseigne aussi une règle essentielle, penser par soi-même. Le premier trade de Livermore fut le résultat du rejet d'un tuyau brûlant au profit de sa propre analyse. C'est ce principe qui sépare le professionnel de l'amateur, aujourd'hui comme il y a 100 ans. Chapitre 2. Dans ce chapitre, le succès de Livingstone dans les bouquet shops se retourne contre lui. Il gagne avec une telle régularité qu'il n'est plus le bienvenu. Les propriétaires de ces établissements, qui ne gagnent de l'argent que lorsque leurs clients en perdent, le considèrent désormais comme une menace pour leur modèle économique. Ils commencent à lui imposer des règles spéciales. Marge plus élevée, refus d'exécuter ses ordres sur les actions les plus actives ou les plus volatiles, limitations arbitraires. Finalement, ils le bannissent purement et simplement. Il est devenu trop doué pour leur propre jeu. Cela le force à prendre une décision décisive. Il doit quitter le petit étang des bouquet shops et partir pour l'océan.
Il doit aller à New York et trader sur la véritable bourse de New York. Il arrive en ville avec environ 2500 $, une somme considérable pour un jeune homme de cette époque. Il déborde de confiance, persuadé que ses talents de lecture de la bande, invincibles dans les bouquet shops, s'appliqueront parfaitement au marché réel. Il ouvre un compte auprès d'une maison de courtage respectable et commence à trader. Mais il se heurte immédiatement à un problème qu'il n'avait encore jamais rencontré, la lenteur d'exécution. Dans un bouquet shop, ses paris étaient exécutés instantanément. Il voyait un prix sur le ticker et pouvait passer son ordre exactement à ce prix. Sur la vraie bourse, il y a un délai. Il voit le prix, donne l'ordre à son courtier. Le temps que l'ordre soit exécuté sur le parquet, le prix s'est souvent déjà retourné contre lui. Ce léger délai, cette friction dans le système, suffit à faire voler en éclats sa méthode de lecture de la bande, pourtant extrêmement précise mais conçue pour un monde d'exécution immédiate. Il commence à perdre de l'argent. Il lit toujours la bande correctement, mais la mécanique du marché réel joue contre lui. Pour la première fois, sa confiance est ébranlée. Le jeu à New York est différent, plus rapide, plus complexe que ce simple jeu de paris qu'il dominait jusque-là. Il enchaîne les pertes et sa mise initiale de 2500 $ fond progressivement. Il est contraint d'affronter une vérité douloureuse. Ce qui fonctionne dans un environnement peut échouer dans un autre et son éducation à l'art de la spéculation est loin d'être terminée. Ce chapitre raconte sa première rencontre humiliante avec la complexité de la Grande Ligue, un monde où la vitesse et l'efficacité de l'exécution comptent autant que la qualité de l'analyse. Leçon moderne. Le réveil brutal de Livermore à New York est une leçon intemporelle sur l'importance de comprendre la microstructure des marchés. Le trader moderne fait face à des difficultés similaires, même si elles se présentent sous une forme technologique. Un trader amateur peut mettre au point une stratégie qui fonctionne très bien sur un compte de démonstration ou en backtest. Il se sent prêt à passer en réel. Mais une fois en condition de marché, il se heurte à la réalité du slippage et des spreads. Le slippage, c'est la différence entre le prix que tu pensais obtenir et le prix auquel ta transaction est réellement exécutée. Sur des marchés très rapides comme les crypto-monnaies, cela peut devenir un vrai problème. Tu vois le Bitcoin à 60 000 $, tu cliques sur « Acheter » et lorsque ton ordre est exécuté, il est déjà à 60 100. C'est l'équivalent moderne du retard d'exécution vécu par Livermore. Le spread bid-ask représente la différence entre le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer et le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter. À chaque transaction, tu traverses ce spread. Tu acceptes une petite perte immédiate, un coût de transaction. Pour un scalper ou un trader à haute fréquence, ces petits coups peuvent faire basculer une stratégie gagnante en stratégie perdante. Ce chapitre nous rappelle qu'une idée de trading ne suffit pas. Il faut aussi comprendre la mécanique du marché sur lequel on intervient. Trades-tu une action très liquide comme Apple, avec des spreads serrés et peu de slippage, ou un nouvel altcoin illiquide, où un seul gros ordre peut déplacer violemment le prix et ruiner ton exécution? Le premier échec de Livermore à New York fut un échec d'adaptation. Il n'a pas ajusté sa stratégie aux réalités d'un nouvel environnement de marché. C'est une erreur que les traders commettent encore aujourd'hui, chaque jour. Chapitre 3. Ce chapitre raconte le premier grand désastre de Livingstone. Toujours handicapé par la lenteur d'exécution des maisons de courtage new-yorkaises, il continue de perdre de l'argent à un rythme alarmant. Le marché le malmène au gré de ses fluctuations de court terme et sa confiance, autrefois inébranlable, s'effondre totalement. De boy plongé, il devient un simple spéculateur ruiné. Il perd l'intégralité de son capital et se voit contraint d'emprunter quelques centaines de dollars à son propre courtier pour pouvoir survivre. Humilié et vaincu, il comprend qu'il ne peut pas encore gagner le jeu à New York. Pas maintenant. Il doit retourner à ce qu'il connaît. Avec ce maigre capital emprunté, il part à la tournée des bouquet shops dans d'autres villes, comme Saint-Louis, où sa réputation n'est pas encore connue. Il doit se déguiser trader sous de faux noms, car le syndicat des bouquet shops l'a inscrit sur liste noire. Il est devenu, en quelque sorte, un hors-la-loi comme un compteur de cartes banni des casinos. Cette période est cruciale pour son développement. Il n'est plus l'adolescent arrogant qui pensait avoir tout compris. Il est désormais un homme désespéré, qui trade pour survivre. Il reconstruit patiemment son capital, en appliquant ses talents de lecture de la bande dans l'environnement où ils sont les plus efficaces. Il décrit l'intensité de la concentration mentale nécessaire, l'obligation d'être patient et d'attendre le moment parfait, l'opportunité à forte probabilité. Il ne joue plus, il agit en professionnel en exploitant son avantage avec discipline. Après avoir reconstitué quelques milliers de dollars, il estime être prêt pour une nouvelle tentative à New York. Il y retourne avec une compréhension renouvelée.
Il sait désormais qu'il ne peut pas appliquer aveuglément ses anciennes méthodes. Il doit s'adapter. Et il réalise une vérité profonde. Son erreur n'était pas seulement liée à la lenteur d'exécution. Elle venait aussi du surtrading et du manque de patience. Dans sa précipitation à gagner de l'argent rapidement, il prenait des trades petits et médiocres au lieu d'attendre les grands mouvements clairs. Il raconte l'histoire célèbre où il se trouve dans le bureau de son courtier, observant le marché monter jour après jour. Il ressent ce besoin intense de trader, cette démangeaison d'être dans le jeu. Mais quelque chose le retient. Sa lecture de la bande lui indique que, malgré la force apparente du marché, la ligne de moindre résistance n'est pas encore clairement définie. Il reste plusieurs jours sans bouger, observant les autres gagner de l'argent, luttant contre la puissance de l'impatience et du FOMO. Finalement, le marché lui donne le signal clair qu'il attendait. Il prend une position massive et attrape le début d'un grand marché haussier. Il vient d'apprendre sa première grande leçon. Il y a des moments pour traders et d'autres pour rester en retrait. L'argent ne se gagne pas en étant constamment sur le marché, mais en y entrant au bon moment. Leçon moderne. Le premier crash de l'hiver mort est un rite de passage pour presque tous les traders sérieux. C'est l'instant où la facture du marché arrive. L'équivalent moderne est ce trader qui, après quelques succès initiaux sur Robinhood, devient trop confiant, utilise trop de taille ou trop de levier et détruit son compte sur un seul mauvais trade, souvent sur une action même volatile ou un futur crypto. Le besoin intense d'être constamment dans l'action est une force psychologique extrêmement puissante dans les marchés d'aujourd'hui. Le trading crypto 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le flot permanent de discussions sur Twitter et Reddit créent un sentiment d'urgence permanent. On a l'impression que si l'on ne trade pas, on rate quelque chose. La leçon de l'hiver mort est un antidote puissant à cette illusion. Il nous enseigne que la patience est une forme d'action. Parfois, le trade le plus rentable est celui que l'on ne prend pas. Le rôle d'un trader professionnel n'est pas de trader tous les jours. Son rôle est d'attendre patiemment une opportunité à forte probabilité, son setup A+, puis d'agir avec détermination. Voilà la véritable différence entre un amateur et un professionnel. L'amateur veut trader en permanence. Le professionnel veut attendre l'argent facile. Un trader moderne peut s'entraîner à cela en utilisant une checklist stricte pour ses trades. Je ne trade que si l'action est au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, que le volume est supérieur à la moyenne et que le marché global est en tendance haussière. Ce type de filtre force la patience et empêche le surtrading. L'hiver mort a appris cette leçon de la manière la plus douloureuse, en faisant faillite. Nous pouvons l'apprendre à travers son histoire. Chapitre 4. De retour à New York, avec un nouveau capital et un sens renouvelé de la discipline, Livingstone commence à mûrir en tant que spéculateur. Il a dépassé le stade où il se contentait de lire la bande pour capter de petits mouvements intraday. Il commence à réfléchir en termes plus larges, attraper les grands mouvements qui peuvent durer des semaines, voire des mois. C'est là qu'il apprend l'une de ses leçons les plus célèbres et les plus importantes. Le gros argent ne se fait pas en réfléchissant, mais en sachant rester assis. Il raconte une histoire où son analyse lui indique que le marché est dans une puissante phase haussière. Il achète 10 000 actions d'un titre et le cours monte rapidement, lui offrant un beau profit latent. L'ancien hiver mort, le garçon des bucket shops, aurait été tenté de prendre ce gain rapide et de passer au trade suivant. C'est un réflexe très courant chez les traders amateurs. La peur de voir une position gagnante se transformer en perte les pousse à vendre bien trop tôt. Mais le nouveau Livingstone, plus mûr, résiste à cet élan. Il a confiance en son analyse. Il croit que la tendance de fond est toujours intacte. Alors il ne fait rien. Il reste en position. L'action continue de grimper et ses profits gonflent. Il explique que ce ne sont pas ses idées brillantes qui lui ont rapporté les plus gros gains. Ce furent son courage et sa discipline à conserver ses positions gagnantes. Il déclare « Les hommes capables à la fois d'avoir raison et de rester tranquilles sont rares ». Cela le conduit à une autre prise de conscience cruciale, le danger de moyenner à la baisse. Il observe que de nombreux traders, lorsque le cours évolue contre eux, achètent davantage à un prix inférieur. Il se persuade ainsi qu'ils améliorent leur prix moyen. Pour l'hiver mort, c'est un péché capital. Si tu as acheté un titre à $50 et qu'il cote maintenant 40, c'est que ton analyse initiale était erronée. Acheter plus à 40 revient à jeter de l'argent frais derrière de l'argent déjà perdu. C'est un acte d'espoir, pas de spéculation disciplinée. Sa règle est l'inverse, ne jamais moyenner à la baisse. Il apprend au contraire à moyenner à la hausse, à pyramider. S'il achète un titre à 50 et qu'il monte à 60, cela confirme que son analyse est correcte. Le marché valide son jugement. À ce moment-là, il peut renforcer sa position, ajoutant à un trade gagnant.
Il augmente sa mise lorsqu'il a raison et non lorsqu'il a tort. Ce chapitre marque une évolution majeure dans sa façon de penser. Il passe du scalper qui ne prend que de petites bouchées au marché au véritable swing trader capable de capturer le cœur d'une grande tendance. Il comprend que la vraie compétence ne réside pas seulement dans le fait d'avoir raison, mais dans la capacité à rester dans le vrai. Leçon moderne. La leçon du « rester assis » est sans doute l'une des plus difficiles à intégrer pour les traders modernes. Le flux continu d'informations et la possibilité de consulter son PL à chaque seconde sur son téléphone créent une énorme pression pour faire quelque chose. Lorsque tu es assis sur une grosse position gagnante dans une star de la tech comme Nvidia ou une crypto-monnaie comme Ethereum, la tentation de vendre et de sécuriser le profit est immense. Chaque léger repli ressemble au début d'un retournement majeur. La sagesse de Livermore nous invite à nous concentrer sur la tendance principale. Si les raisons fondamentales de ton trade restent valides et que la tendance demeure intacte, ta véritable tâche consiste à avoir la discipline de ne rien faire. Le concept de pyramidé est également une technique professionnelle puissante. Un trader amateur qui réalise un bon trade sur Tesla pourrait vendre après un gain rapide de 10%. Un professionnel, convaincu que Tesla est dans une grande tendance haussière, ouvrira une première position, puis la renforcera à mesure que le titre atteint de nouveaux sommets, confirmant sa thèse. Il augmente son exposition au fur et à mesure que le trade fonctionne. C'est ainsi que de petits gains se transforment en profits massifs, capables de transformer un compte de trading. À l'inverse, on observe régulièrement sur des plateformes comme Robinhood des traders qui tombent amoureux d'un titre et continuent de racheter les creux, pendant que celui-ci s'effondre. On peut penser aux investisseurs qui n'ont cessé de moyenner à la baisse sur des actions comme Peloton ou Zoom après l'éclatement de leur bulle liée au Covid. Ils renforçaient un échec en espérant que le titre reviendrait à ses anciens sommets. La règle de Livermore est dure mais redoutablement efficace si un titre ne se comporte pas correctement. Sorant, on ne renforce que les positions qui fonctionnent. Ce chapitre contient le secret des gains démesurés, identifier la tendance, entrer et avoir le courage de rester assis. Chapitre 5. Dans ce chapitre, Livingstone décrit l'un de ses succès les plus spectaculaires et la leçon profonde qu'il en a tirée. Nous sommes en 1906. Le marché boursier est engagé dans un immense marché haussier depuis des années et les prix atteignent des sommets historiques. Tout le monde est optimiste. Mais Livingstone, en étudiant la bande et les conditions financières générales, commence à ressentir un malaise. Il perçoit des signes d'excès, d'une spéculation devenue incontrôlable. Plus important encore, il voit que le crédit commence à se resserrer. Le taux du call money, l'intérêt que les courtiers facturent pour les prêts sur marge, commence à grimper fortement. Pour lui, c'est un avertissement majeur. Lorsque le carburant de la spéculation, l'argent facile, se tarit, l'incendie finit par s'éteindre. Sur la base de son analyse, il conclut que le marché haussier est à bout de souffle et qu'une correction majeure est imminente. Il commence à vendre des actions à découvert, pariant sur la baisse. Au début, le marché continue de progresser lentement. Il essuie quelques petites pertes. Ses amis et ses collègues pensent qu'il est fou. Le marché est fort. Pourquoi vas-tu contre lui? Lui demande-t-il. Mais Livingstone a foi en sa thèse. Il ne se contente pas de regarder les prix, il observe les conditions de fond. Puis survient le grand tremblement de terre de San Francisco, le 18 avril 1906. La ville est ravagée par le séisme et les incendies qui s'ensuivent. Livingstone comprend immédiatement les conséquences financières. Les compagnies d'assurance vont devoir verser des indemnisations colossales, ce qui les obligera à vendre massivement leurs énormes portefeuilles d'actions et d'obligations pour obtenir des liquidités. Cette vague soudaine de vente fera chuter le marché. Sa thèse baissière est désormais confirmée par un événement catastrophique. Il renforce agressivement ses positions à la baisse, notamment sur des actions comme Union Pacifique, un géant du chemin de fer. Le marché commence à s'effondrer, exactement comme il l'avait prévu. Il accumule une position courte massive. Puis quelque chose d'étrange se produit. Le marché connaît un violent rebond. Livingstone se retrouve avec un énorme profit latent et ce rebond en grignote une partie. La tentation de racheter ses positions et de prendre son argent est immense. Mais il revient à ses principes. La condition fondamentale, la nécessité pour les assureurs de vendre est-elle toujours valable? Oui, alors il reste en place. Le rebond s'essouffle et le marché reprend sa chute. Il rachète finalement ses positions près du point bas et empoche un profit de 250 000 $, une somme colossale pour l'époque. La leçon qu'il en tire est monumentale. Un homme doit faire confiance à son propre jugement. Il avait la bonne analyse et il a eu le courage d'agir quand tout le monde était haussier. Et surtout, il a eu la discipline de rester en position pendant un rebond effrayant contre la tendance,
parce que sa thèse de fond restait intacte. Il ne s'est pas contenté de réussir un bon trade. Il s'est prouvé qu'il pouvait affronter la foule, seul, et avoir raison. Leçon moderne. Cette histoire est l'étude de cas ultime du trading macro et de la pensée contrariante. Un Livermore des temps modernes aurait pu observer le marché immobilier en 2006-2007. Tandis que tout le monde était euphorique, il aurait étudié les conditions de fond, la prolifération des prêts subprimes, les valorisations démentes et conclu qu'un crack était inévitable. Il aurait commencé à shorter les banques ou à acheter des crédits default swap, comme l'ont fait Michael Burry et d'autres, comme le montre The Big Short. Pendant des mois, il aurait supporté que le marché évolue contre lui et qu'on le traite de fou, avant que sa thèse ne soit spectaculairement confirmée par la crise financière de 2008. Cette histoire contient également une leçon essentielle sur la réaction aux nouvelles. Le séisme de San Francisco fut un signe noir typique. Livingston n'a pas prévu le tremblement de terre, mais il était préparé à un scénario baissier et a su comprendre immédiatement l'impact de l'événement sur le marché pour agir de façon décisive. Un trader moderne peut faire la même chose face à une hausse surprise des taux par la Réserve fédérale, un événement géopolitique inattendu ou une percée technologique majeure. Enfin, la leçon consistant à tenir bon pendant un rebond contre la tendance est cruciale pour quiconque traite des actifs volatiles comme les crypto-monnaies ou les valeurs technologiques à forte croissance. Dans un grand marché baissier crypto, il peut y avoir des rebonds violents de 30 à 40% qui persuadent tout le monde que le point bas est atteint. Un trader à la baisse doit avoir la conviction de maintenir sa position si sa thèse macro n'a pas changé. Ce chapitre nous enseigne que les plus grands trades naissent souvent d'un point de vue unique, solidement étayé, et du courage de s'y tenir, même lorsque cela devient inconfortable. Chapitre 6. Ce chapitre explore l'un des pièges les plus persistants et les plus dangereux pour tout trader, l'écoute des tuyaux. Après son énorme succès à la baisse en 1906, Livingston est désormais une figure connue et respectée à Wall Street. Il a gagné sa première fortune. Il est confiant et son jugement a été validé à grande échelle. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il devient le plus vulnérable. Il raconte l'histoire d'un homme qu'il appelle M. Partridge, un courtier plus âgé, apparemment sage et expérimenté, qui travaille dans son bureau. M. Partridge est une figure charismatique, toujours prêt à donner son avis sur le marché. Un jour, il prend Livingston à part et lui donne un tuyau brûlant sur une action en particulier. Selon lui, des initiés de confiance lui ont assuré que ce titre s'apprêtait à réaliser un mouvement spectaculaire. L'ancien Livingston, le garçon des Buckeye Shops, aurait ignoré cette recommandation. Il aurait consulté sa propre lecture de la bande et pris sa décision lui-même. Mais le nouveau Livingston, couronné de succès, est un peu plus complaisant. Il respecte M. Partridge. Le tuyau semble crédible. Alors, contre son meilleur jugement, il achète l'action. Le titre ne fait rien. Il stagne, puis commence peu à peu à baisser. Il se retrouve coincé dans une position perdante sur une action qu'il n'aurait jamais achetée si s'était fié à sa propre analyse. Il est en colère contre lui-même pour avoir trahi ses propres règles. Il finit par vendre l'action avec une perte. L'expérience est douloureuse mais inestimable. Il en tire une nouvelle règle personnelle. Le marché n'est pas un lieu de charité. Personne ne va te donner des tuyaux faciles et gagnants par pure bonté. Un véritable initié qui sait qu'une action va monter en achètera discrètement pour lui-même, il ne va pas le crier sur tous les toits. La plupart des tips, conclut-il, viennent soit de personnes qui ne savent pas ce qu'elles racontent, soit, pire encore, de gens qui cherchent à te manipuler. Peut-être essaie-t-il simplement de se débarrasser de leur propre titre sur le dos d'un public naïf. Il comprend que se reposer sur le jugement des autres est une forme de paresse intellectuelle. Pour être un spéculateur performant, il faut faire son propre travail et avoir le courage de faire confiance à ses propres conclusions. Tu dois être responsable de tes idées. Si tu as raison, le mérite t'en revient. Si tu as tort, tu assumes l'erreur et tu en tires la leçon. Confier tes décisions à quelqu'un d'autre, c'est te priver de tout apprentissage. Leçon moderne. Le monde de M. Partridge s'est transformé aujourd'hui en une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars. Nous les appelons désormais des finfluenceurs. Ils sont sur YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Figures charismatiques, ils projettent une image de richesse et de réussite et proposent en permanence des tips sur la prochaine action même, le prochain altcoin miraculeux ou la prochaine startup tech incontournable. Ils fédèrent des foules immenses de personnes en quête d'un raccourci vers la richesse. L'avertissement de Livermore n'a jamais été aussi actuel. Un trader moderne qui achète une crypto-monnaie parce que son YouTuber favori la promeut commet exactement la même erreur que Livingston avec M. Partridge. Il abandonne son propre jugement au profit de celui de quelqu'un d'autre. Bien souvent,
Il ne comprend pas l'actif qu'il achète et n'a aucun plan pour le moment où il devra vendre. Il agit simplement parfois. C'est particulièrement dangereux parce que beaucoup d'influenceurs ont un agenda caché. Ils peuvent être payés par un projet crypto pour le promouvoir. Ils peuvent eux-mêmes détenir une grosse position et cherchent à créer de la liquidité de sortie en incitant leurs abonnés à acheter, afin de pouvoir leur vendre plus cher. C'est la version moderne de l'initié manipulateur contre lequel Livermore mettait en garde. Ce chapitre nous enseigne une leçon d'autonomie radicale. Il faut traiter chaque type et chaque analyse trouvée en ligne avec un scepticisme extrême. Tu peux utiliser les idées des autres comme point de départ de ta propre recherche, mais ne fais jamais un trade uniquement sur la base de l'opinion de quelqu'un d'autre. Ton argent est ta responsabilité et tes décisions aussi. Chapitre 7. Ce chapitre poursuit le thème de la maturation de Livermore en tant que spéculateur et met l'accent sur une erreur psychologique cruciale, l'impatience. Après avoir appris à ses dépens la leçon des tuyaux, il se montre encore plus attaché à sa propre analyse. Il est à la recherche de son prochain grand coup. Nous sommes en 1907. Il est convaincu que les conditions qui ont conduit au krach de 1906 n'ont pas été résolues. Le crédit reste tendu et le marché est fragile. Il pense qu'un autre krach, encore plus violent, se prépare. Il prend une position vendeuse, mais il le fait trop tôt. Le marché entre dans une phase heurtée, latérale. Il ne s'effondre pas, mais il ne repart pas non plus. Il dérive. Livingstone reste jour après jour dans sa position short et rien ne se passe. Son capital est immobilisé et son impatience grandit. Il commence à douter de sa propre thèse. Peut-être qu'il se trompe. Peut-être que le pire est déjà passé. Finalement, il cède à l'impatience. Il rachète sa position vendeuse avec une petite perte et libère ainsi son capital pour rechercher d'autres opportunités. Il se dit qu'il pourra toujours revenir à la vente si le marché montre un signe clair de faiblesse. À peine a-t-il clôturé sa position que le marché commence à s'effondrer. La grande panique de 1907 éclate. Son analyse était parfaitement correcte, mais son impatience l'a fait sortir de sa position juste avant le mouvement de sa vie. Il se retrouve sur la touche, observant le marché plonger jour après jour, exactement comme il l'avait prévu. Il s'en veut terriblement, mais il ne panique pas. Il sait qu'il doit revenir dans la partie. Il attend un petit rebond, un sursaut temporaire au sein du krach, puis il reconstitue sa position short avec conviction, en vendant dans ce rebond. Il capte le reste de la chute, un krach spectaculaire qui entraîne la fermeture de la bourse de New York. Sur ce trade, il gagne son premier million de dollars. Même si l'issue est un succès, la leçon qu'il en tire vient de sa première erreur. Il avait raison sur la direction du marché, mais il a été expulsé de sa position par son impatience. Il comprend que l'idée juste ne suffit pas. Il faut aussi la patience pour laisser le temps au scénario de se dérouler. Il en conclut qu'un spéculateur doit posséder deux formes de courage. Le courage d'entrer en position sur la base de sa conviction et le courage de rester immobile, de ne rien faire tant que le moment n'est pas venu. Leçon moderne. L'impatience est l'un des plus grands destructeurs de comptes de trading dans le marché moderne, ultra rapide. Nous sommes conditionnés à la gratification immédiate. Nous voulons des résultats maintenant. C'est un état d'esprit désastreux pour le trading. Un trader d'aujourd'hui peut avoir une thèse brillante, par exemple, qu'une biotech est surévaluée et susceptible de chuter. Il ouvre une position vendeuse. Mais le titre évolue à plat pendant un mois. Le trader s'ennuie. Il voit d'autres actions bouger et a l'impression que son capital est de l'argent mort. Il ferme sa position short pour courir après une action, même à la mode. Et la semaine suivante, la biotech annonce de mauvaises nouvelles et le cours s'effondre de 50%. Sa thèse était juste, mais son impatience lui a été fatale. C'est une expérience tout aussi fréquente sur les marchés des crypto-monnaies. Un trader peut repérer un nouveau projet prometteur et acheter son token. Mais le prix reste inchangé pendant des mois, tandis que d'autres coins flambent. Le trader vend par ennui, puis regarde, impuissant, le token qu'il vient de vendre s'envoler faire X100. L'histoire de Livermore nous enseigne que la conviction doit aller de pair avec la patience. Une fois que tu as fait tes recherches et que tu as pris une position fondée sur une thèse solide, tu dois laisser au trade le temps de se développer. Ne te laisse pas balayer par le bruit de court terme du marché, ni par ton envie d'action permanente. Comme Livermore l'a appris, la partie la plus difficile du trading, c'est parfois l'attente. Chapitre 8. Ce chapitre contient l'une des histoires les plus célèbres et les plus instructives du livre. Après avoir empoché $1 million en vendant à découvert pendant le krach de 1907, Livingstone est au sommet. Il n'est plus seulement un trader performant, il est devenu une légende de Wall Street. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit une demande personnelle de l'homme le plus puissant de la finance, J.P. Morgan.
La panique de 1907 est si grave qu'elle menace d'emporter tout le système financier américain. J.P. Morgan a réuni un consortium de banquiers pour tenter de restaurer la confiance et d'endiguer l'effondrement. Ils injectent des millions sur le marché pour soutenir les cours. Mais il y a un problème. Le grand ours, Larry Livingstone, vend encore agressivement à découvert. Sa pression vendeuse permanente complique beaucoup la tâche du groupe de Morgan qui cherche à stabiliser les prix. Un émissaire est envoyé par Morgan auprès de Livingstone, porteur d'un message. « Monsieur Morgan aimerait que vous arrêtiez. » C'est une demande, mais une demande venant d'un homme qui pourrait le briser s'il le souhaitait. Livingstone comprend la gravité de la situation. Il ressent aussi un certain devoir patriotique. Il n'essaie pas de détruire le pays. C'est un spéculateur qui joue dans les règles du jeu. Il accepte non seulement de cesser de vendre, mais aussi de passer à acheteur. Il retourne sa position de short à long et se met aux côtés de Morgan pour soutenir le marché. La panique finit par se calmer. Mais ce n'est pas la principale leçon du chapitre. La véritable leçon vient de ce qui s'est passé avant le krach sur le marché du coton. Livingstone y avait accumulé une énorme position longue. Son analyse lui indiquait que le coton devait monter. Puis un trader plus âgé, immensément riche et respecté, un homme qu'il admirait le prend à part et lui conseille de vendre. Le vétéran lui expose un scénario baissier très logique, très convaincant, expliquant pourquoi le coton était sur le point de baisser. Livingstone est ébranlé. Cet homme est un géant des pites du coton. Comment pourrait-il avoir tort? Par respect. Et dans un moment de doute, Livingstone liquide toute sa position longue. Il assiste ensuite, impuissant, à l'une des plus grandes hausses de l'histoire du coton, un mouvement qui lui aurait rapporté une fortune colossale. Il vient de répéter l'erreur commise avec M. Partridge, mais à une échelle bien plus grande. Il a laissé l'opinion d'une autorité respectée écraser sa propre analyse, pourtant approfondie et solide. Il se jure, une bonne fois pour toutes, de ne plus jamais écouter l'avis de quiconque lorsqu'il s'agit de ses propres trades. Il comprend que le vieux trader riche ne cherchait pas à le piéger, il avait simplement tort. Et même les experts les plus chevronnés peuvent se tromper. Le seul jugement sur lequel un spéculateur puisse vraiment compter, c'est le sien. Leçon moderne. La pression pour écouter les figures d'autorité est immense dans le monde financier d'aujourd'hui. Nous avons tout un panthéon de J.P. Morgan modernes, des gérants de hedge funds milliardaires, des PDG célèbres, des analystes de marché très respectés. Quand l'un d'eux parle, le marché tend l'oreille. On peut penser, par exemple, à l'influence d'une figure comme Cathie Wood durant le marché haussier de 2020-2021. Elle était vue comme une visionnaire et les fonds d'RK Invest grimpaient en flèche. Beaucoup d'investisseurs achetaient aveuglément les titres qu'elle ajoutait à ses portefeuilles, partant du principe qu'elle savait mieux que tout le monde. Ils remplaçaient leur propre jugement par le sien. Quand ces fonds se sont retournés violemment à la baisse, ces investisseurs se sont retrouvés avec de lourdes pertes et aucune conviction personnelle pour les guider. Ils avaient commis l'erreur du marché du coton. La même chose se produit lorsqu'un investisseur célèbre annonce qu'il est vendeur à découvert d'une action populaire comme Tesla. Une foule de gens vont shorter à leur tour simplement parce qu'un gourou l'a fait. Ils n'ont mené aucune recherche, ne comprennent pas la thèse. Et lorsque l'action s'envole, ils sont forcés de se racheter dans la panique. L'expérience douloureuse de Livermore est un avertissement brutal contre ce culte du héros. On peut respecter les opinions des esprits brillants, mais on doit faire son propre travail. Ton PL est le reflet de tes décisions, pas des leurs. Ce chapitre nous rappelle que la vraie conviction ne se prête pas. Elle se construit par la pensée indépendante et l'analyse personnelle. Chapitre 9. Dans ce chapitre, Livermore réfléchit à un aspect central de la spéculation qui sépare le professionnel de l'amateur, comprendre la nature du jeu. Selon lui, le marché boursier n'est pas une énigme logique ou mathématique à résoudre. C'est un jeu de psychologie humaine. Il dit, le marché boursier n'est jamais évident. Il est conçu pour tromper la plupart des gens, la plupart du temps. Il explique que le grand public recherche sans cesse des réponses faciles, des règles simples qui fonctionneraient tout le temps. Les gens veulent qu'on leur dise quoi faire. Ils achètent une action parce qu'elle monte et la vendent parce qu'elle baisse. Ils réagissent en permanence au passé immédiat. Le spéculateur professionnel, lui, pense toujours à l'avenir. Il cherche à anticiper, pas à réagir. Il introduit un concept clé, la ligne de moindre résistance. Il estime que les prix évoluent en tendance et qu'une tendance se poursuit tant qu'aucune force claire ne vient la stopper. Le rôle du spéculateur est d'identifier la direction de la tendance dominante, le chemin de moindre résistance et de s'y aligner. Cela signifie acheter dans un marché haussier et vendre dans un marché baissier. Cela paraît simple, mais c'est psychologiquement très difficile.
Il est dans la nature humaine de vouloir acheter quand quelque chose paraît bon marché et de vendre lorsqu'il semble cher. Cet instinct pousse de nombreux traders à chercher le point bas dans un marché baissier ou à vouloir vendre le sommet exact dans un marché haussier. Pour Livermore, c'est un jeu perdant. C'est comme essayer de nager à contre-courant. Il est beaucoup plus simple et plus rentable de nager dans le sens du courant. Il parle aussi du danger d'avoir une opinion rigide. On ne peut pas entrer sur le marché avec une idée fixe et tenter de forcer le marché à s'y conformer. Le marché a toujours raison. Si tu es long et que le marché baisse, c'est ton opinion qui est fausse. Le spéculateur professionnel doit avoir un esprit flexible. Il doit écouter ce que le marché lui dit à travers l'action des prix et être prêt à changer d'avis instantanément si les faits changent. Ton ego et ton besoin de ne pas te tromper sont tes pires ennemis. Ta loyauté doit aller à la vérité de la bande, pas à ton orgueil. Leçon moderne. L'idée que le marché est conçu pour tromper les gens est manifeste dans les marchés modernes. On le voit parfaitement dans les bull-tra et bear-tra fréquents sur le marché des crypto-monnaies. Le prix du Bitcoin peut franchir un nouveau sommet historique et tous les traders amateurs se ruent dessus, persuadés qu'il part sur la Lune. C'est la phase FOMO. Puis le prix se retourne violemment, déclenche tous les stops des acheteurs en retard et les laisse piéger. C'est le marché qui punit ceux qui se laissent guider par l'évidence apparente. Le concept de ligne de moindre résistance est le fondement de toutes les stratégies de suivi de tendance. Un trend follower moderne utilise des outils comme les moyennes mobiles pour définir cette ligne. Par exemple, sa règle peut être « Je ne prends des positions longues que sur des actions qui se situent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours ». Cette règle simple le maintient du bon côté des grands marchés haussiers et l'empêche de jouer les héros en appelant le point bas d'un titre en chute libre. C'est aussi une stratégie courante pour la gestion de portefeuilles à long terme dans le mouvement FIR, où l'on utilise le suivi de tendance pour réduire le risque lors des grands marchés baissiers. L'avertissement de Livermore sur l'ego est également crucial. Les réseaux sociaux encouragent les traders à déclarer publiquement leur position et à les défendre comme on défend les couleurs d'une équipe de sport. Ils s'attachent intellectuellement et émotionnellement à leur point de vue. Un investisseur haussier sur Tesla, par exemple, peut trouver psychologiquement presque impossible de reconnaître que la tendance est devenue baissière, car cela reviendrait à admettre son erreur devant des milliers de followers. Livermore nous enseigne à être impitoyable avec nos propres opinions. Le marché se moque de ce que tu penses. Ton rôle n'est pas d'avoir raison, mais de t'aligner sur ce que fait réellement le marché. Chapitre 10. Ce chapitre raconte l'une des manœuvres les plus célèbres et les plus audacieuses de Livermore sur les marchés. C'est un regard fascinant sur la nature brute et sans filtre des marchés au début du XX siècle, mais c'est aussi une leçon profonde de psychologie boursière, toujours valable aujourd'hui. Livermore traverse une période calme. Le marché est morne, sans grand mouvement, et il attend une opportunité claire. Un ami lui parle d'une action, Tropical Trading, dont le cours végète depuis longtemps alors que l'entreprise est, sur le plan financier, en excellente santé. Livermore mène sa propre enquête et arrive à la même conclusion. Le titre est fondamentalement sous-évalué. Il décide que c'est l'occasion non seulement d'acheter l'action, mais aussi de créer lui-même le mouvement de marché. Il commence par accumuler discrètement une grosse position sur Tropical Trading en achetant de petites quantités sur une période prolongée afin de ne pas attirer l'attention et de ne pas faire monter le cours trop tôt. Une fois sa position centrale constituée, il passe à la phase active de la manipulation. Il recrute plusieurs courtiers et leur donne des ordres coordonnés pour acheter l'action de manière agressive. Soudain, cette vague d'achat se reflète sur le ticker dans tout Wall Street. Les autres traders voient le volume exploser, le prix monter et en concluent qu'il se passe quelque chose. Ils se ruent à leur tour sur le titre, ce qui renforce encore la pression acheteuse. C'est là que le génie de Livermore s'exprime. Au moment même où le public commence à acheter, il se met à vendre. Il décharge patiemment sa grosse position dans la demande créée par la foule et encaisse un profit important. C'est lui qui a créé l'excitation et il utilise cette excitation comme liquidité de sortie pour fermer son trade. Il est le marionnettiste. Le public avide, suiveur de tendance, sont ses marionnettes. Mais l'histoire sur laquelle il insiste dans ce chapitre n'est pas cette manipulation, mais une autre autour de l'Action Union Pacifique. Le président de la compagnie, E.H. Harriman, vient de mourir. C'est une nouvelle baissière. Un puissant groupe de banquiers new-yorkais veut soutenir le cours pour éviter un nouveau mouvement de panique. Il dépose d'énormes ordres d'achat. En face, un groupe rival de spéculateurs considère la mort d'Harriman comme une occasion de gagner une fortune en vendant le titre à découvert. Une bataille titanesque s'engage. Livermore, lui, reste en dehors.
Il n'est pas intéressé par la nouvelle en elle-même, ni par le bras de fer entre ces grandes maisons. Il ne regarde que la bande. Il voit que chaque fois que l'action recule, une énorme vague d'achats intervient pour la soutenir. Mais il remarque aussi qu'après chaque rebond, le titre échoue à inscrire un nouveau sommet. La bande lui dit qu'il y a un soutien important, oui, mais pas assez de force pour pousser réellement le cours vers le haut. Le titre est lourd. Sur la base de cette lecture pure de l'action des prix, il en déduit que, tôt ou tard, les vendeurs gagneront. Il ouvre une grande position short. Le lendemain, le soutien des banquiers se délite et l'action s'effondre. Livermore réalise une nouvelle fortune en ignorant les nouvelles, en se moquant des grands noms impliqués et en écoutant uniquement l'histoire que lui raconte la bande. Leçon moderne. Même si le type de manipulation de cours pratiqué par Livermore serait aujourd'hui illégal, les mécanismes psychologiques qu'il exploitait restent omniprésents. L'équivalent moderne est le fameux schéma de pump and dump, très répandu sur les microcaps et les crypto-monnaies. Un groupe d'initiés accumule discrètement une position dans une pièce obscure et illiquide. Puis il lance une vaste campagne de hype sur des canaux comme Telegram ou Discord, à coups de promesses de technologies révolutionnaires et de partenariats soi-disant majeurs. Des milliers de particuliers se ruent sur le token, faisant grimper le prix en flèche. Les initiés vendent alors toutes leurs positions au public euphorique et le cours s'écrase vers zéro. C'est le même jeu que Livermore, mais avec des outils différents. L'histoire d'Union Pacifique est aussi une véritable leçon magistrale d'analyse du flux d'ordre. Les traders modernes utilisent le carnet d'ordre sur les plateformes crypto ou les données Level 2 sur les actions pour voir les ordres d'achat et de vente en temps réel. Ils essaient de faire exactement ce que faisait Livermore, mesurer la force relative des acheteurs et des vendeurs. Ce mur d'achat est-il un vrai support ou un simple spoof destiné à piéger le marché? La pression vendeuse à chaque rebond annonce-t-elle la future rue de Pull? En apprenant à lire cette bataille en direct, les traders obtiennent des indications sur le prochain mouvement du marché, comme Livermore le faisait en observant le ticker. Ce chapitre nous rappelle que derrière chaque variation de prix se cache un affrontement entre acheteurs et vendeurs, et que savoir lire cet affrontement est une compétence clé. Chapitre 11. Dans ce chapitre, Livermore revient sur l'évolution psychologique que doit accomplir un spéculateur pour réussir sur le long terme. Il a déjà fait et défait plusieurs fortunes. Il n'est plus le boy plingé qui se fiait à sa seule intuition, ni le jeune homme trop sûr de lui qui pensait tout savoir. C'est désormais un professionnel aguerri qui sait que le marché est un professeur inflexible et que ses leçons sont souvent brutales. Il aborde la différence fondamentale entre un marché haussier et un marché baissier. Il explique qu'il est tentant de croire qu'on peut gagner de l'argent aussi facilement dans les deux sens, mais que la réalité est bien différente. La grande majorité des gens ne gagnent de l'argent que dans les marchés haussiers. Il est relativement facile d'être long et d'avoir raison lorsque tout le marché pousse dans votre dos. Le véritable test d'un spéculateur, c'est sa capacité à évoluer dans un marché baissier, qui exige un état d'esprit totalement différent. Quand le marché est baissier, la ligne de moindre résistance pointe vers le bas et il faut être prêt à vendre à découvert ou à rester en cash. Cela le conduit à l'une de ses idées philosophiques les plus importantes. Un spéculateur ne doit pas être un investisseur. L'investisseur achète une entreprise pour le long terme sur la base de sa valeur fondamentale. Le spéculateur, lui, ne s'intéresse qu'à la direction du prochain grand mouvement de prix. Un investisseur peut voir une baisse de 20% du cours comme une opportunité pour renforcer. Un spéculateur, selon Livermore, doit y voir un signal d'alerte. Sa thèse initiale est probablement fausse et il doit sortir. On ne peut pas jouer les deux jeux à la fois. Si tu es spéculateur, tu ne dois jamais te transformer en investisseur involontaire en restant coincé dans une position perdante en attendant qu'elle revienne un jour à ton prix d'entrée. Il parle aussi de l'importance de gérer sa vie personnelle. À la suite d'un de ses grands coups gagnants, il s'achète un yacht et mène grand train. Il se rend vite compte que ce style de vie le détourne du marché. Son esprit n'est plus aussi concentré. Il commence à prendre des positions négligentes. Il comprend que, pour être au sommet de son art, il doit être totalement focalisé. La spéculation est un travail à plein temps pour l'esprit. Elle ne tolère ni distraction, ni complaisance. Il conclut qu'un homme doit vendre jusqu'au point où il peut dormir. Autrement dit, gérer ses positions et son risque de telle sorte qu'il puisse rentrer chez lui le soir et dormir tranquille. Si une position t'empêche de dormir, c'est qu'elle est trop grosse. Leçon moderne. La distinction entre spéculation et investissement est une leçon essentielle pour l'investisseur moderne, notamment dans le mouvement FIR. Beaucoup commencent avec un plan solide, à long terme, investir dans des ETF peu coûteux et les conserver. Mais, en cours de route, ils se laissent tenter par les gains rapides aperçus sur les crypto-monnaies ou les actions même. Ils commencent à
spéculer avec une petite partie de leur portefeuille. Souvent, cette partie spéculative finit par occuper tout leur esprit. Ils regardent les cours en permanence et prennent des décisions émotionnelles. Ce faisant, ils violent la règle de Livermore. Ne mélange pas les jeux. Si tu es un investisseur de long terme, reste un investisseur. Si tu veux spéculer, fais-le avec un capital séparé, modeste et des règles complètement différentes. Le conseil de vendre jusqu'au point où tu peux dormir est sans doute l'un des conseils de gestion de risque les plus concrets qui existent. Sur un marché crypto ouvert 24 juillet, il est terriblement facile de se surexposer et de devenir obsédé. Certains restent éveillés toute la nuit à regarder les graphiques au détriment de leur santé et de leurs relations. C'est le signe évident qu'ils ont pris trop de risques. Un trader moderne doit définir son risque par trade, par exemple ne jamais risquer plus de 1% de son capital sur une seule idée et son risque global de portefeuille de manière à pouvoir mener une vie équilibrée. Si ta position sur Tesla ou tes bitcoins te cause une anxiété permanente, Livermore dirait que ton problème n'est pas le marché, c'est la taille de ta position. Chapitre 12. Ce chapitre aborde l'un des défis psychologiques les plus redoutables pour un trader, l'ego. Livermore est désormais si performant et si célèbre que ses propres interventions peuvent faire bouger le marché. Cela crée une tentation dangereuse. Chercher à faire faire au marché ce qu'il veut, au lieu de suivre ce que le marché lui indique. Il raconte une histoire d'avertissement à propos de ses opérations sur le marché du coton. Il était profondément haussier, convaincu par son analyse de l'offre et de la demande. Il avait constitué une position longue gigantesque. Le marché montait, mais beaucoup moins que ce qu'il avait anticipé. Le mouvement était lent, mou. La bande lui disait clairement que quelque chose clochait, que l'élan aussi n'était pas là. Mais Livermore était millionnaire. Il était le grand Larry Livingstone. Il était persuadé d'avoir raison et déterminé à le prouver. Au lieu d'écouter la bande et de liquider sa position, il décide de soutenir le marché. Il se met à acheter encore plus de coton, essayant de pousser le prix vers le haut à lui seul. Il ne spécule plus, il essaie de dicter ses conditions au marché. C'est un acte de pure arrogance. Il devient pratiquement à lui seul le marché du coton. Mais même lui ne peut combattre la réalité sous-jacente indéfiniment. Il finit par être obligé de reconnaître que sa thèse était fausse. Il doit liquider son énorme position, provoquant un krach des prix et une perte catastrophique de plusieurs millions de dollars. Une fois de plus, il est anéanti. La leçon qu'il en tire est douloureuse, mais cruciale. Le marché sera toujours plus grand que toi. Peu importe à quel point tu es intelligent, riche ou sûr d'avoir raison, tu ne peux pas imposer ta volonté au marché. Ton ego est ton pire ennemi. Le jour où tu cesses d'écouter le message du marché pour commencer à lui dire ce qu'il doit faire, ce jour-là, ta perte est déjà écrite. Il en conclut qu'un spéculateur doit lutter contre le désir humain d'avoir toujours raison. Il doit être capable de reconnaître qu'il a tort rapidement, sans affect. Une perte n'est pas un jugement moral sur ta valeur personnelle. Ce n'est rien de plus qu'un retour d'information, un feedback du marché. Le professionnel accepte ce feedback et passe à la suite. L'amateur discute, s'y oppose et finit par être écrasé par ce même feedback. C'est la différence entre une longue carrière florissante et une flambée spectaculaire, mais de courte durée. Leçon moderne, le danger de l'ego est amplifié par l'ère des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un trader peut rassembler une audience immense sur Twitter ou YouTube. Il devient un gourou et ses abonnés pendent à ses lèvres. Mais cela crée un piège psychologique puissant. Une fois que tu as publiquement annoncé que le Bitcoin a monté à 100 000 $, il devient très difficile de changer d'avis, même lorsque l'action du prix te montre que le marché haussier est terminé. Ton ego est engagé. Reconnaître que tu as eu tort signifie perdre la face devant toute ton audience. On l'a bien vu avec de nombreux, influencés, pendant le crash crypto de 2022. Beaucoup ont continué à dire à leurs abonnés de racheter les creux et de hodl jusqu'en bas, parce que toute leur image de marque et leur ego étaient liés à la narration haussière. Ils n'ont pas su s'adapter à la nouvelle réalité du marché. L'histoire de Livermore est un avertissement brutal à tous ceux qui construisent une persona publique sur la base de leurs appels de marché. Pour le trader individuel, la leçon est plus personnelle. Il s'agit de dissocier ton estime de toi de ton PL. Un trader moderne peut s'entraîner à le faire grâce au journal de trading. En examinant ses trades perdants de façon objective, il peut apprendre à ne plus les voir comme des échecs personnels, mais comme des données. Mon entrée respectait mon système, mais le trade a échoué. C'est un résultat normal. Ce type de discours intérieur objectif aide à desserrer l'emprise de l'ego sur ton trading. Comme Livermore l'a appris à grands frais, le marché est l'ultime force d'humiliation. Mieux vaut choisir l'humilité dès maintenant que de se la voir imposer de force. Chapitre 13.
Après avoir été humilié par sa gigantesque perte sur le coton, Livermore se retrouve une nouvelle fois ruiné et endetté. Ce chapitre raconte sa remontée lente et méthodique vers la solvabilité. C'est une leçon de résilience et une plongée dans la psychologie du recommencement. Il est désormais un homme d'âge mûr, plus un jeune prodige. Il doit retourner voir ses anciens courtiers et leur demander de lui avancer un petit capital pour reprendre le trading. Pour un homme qui fut autrefois le roi de Wall Street, c'est une expérience profondément humiliante. Il recommence à trader, mais avec un état d'esprit totalement différent. Il n'est plus le « boy plingé » qui prenait des paris énormes et risqués. C'est désormais un opérateur prudent, patient, méthodique. Il trade avec des tailles infimes, retrouvant petit à petit le rythme du marché. Il n'essaie pas de redevenir riche en un clin d'œil. Il cherche simplement à se remettre debout. Il décrit cette période comme une phase d'attention extrême et de discipline rigoureuse. Il sait qu'une seule erreur pourrait le faire disparaître pour de bon. Il attend patiemment ses configurations parfaites. Il applique ses règles avec une volonté de faire. Il prend de petits profits, coupe ses pertes immédiatement. Lentement, laborieusement, il transforme sa petite mise en un capital plus conséquent. Il prouve à lui-même et au monde que ses compétences sont toujours là. Le cœur du chapitre, c'est l'idée que la spéculation est un métier, pas un pari. Elle doit être traitée avec la même rigueur et le même professionnalisme que n'importe quelle entreprise. Quand tu diriges un business, tu ne fais pas de paris insensés. Tu gères ton stock, tu contrôles tes coûts, tu te concentres sur l'exécution régulière de ton processus. Livermore gère désormais son trading comme une entreprise. Son capital et son stock, son inventaire et sa mission numéro 1 est de le protéger. Il parle aussi de la solitude du spéculateur. Il souligne qu'un trader performant doit être un penseur solitaire. Il ne peut pas se laisser influencer par les espoirs et les peurs de la foule. Il doit faire ses propres recherches, faire confiance à son propre jugement et être prêt à rester seul contre tous. Cette période de reconstruction, au cours de laquelle il n'avait personne d'autre sur qui compter que lui-même, a gravé cette conviction en lui pour toujours. Ce fut son creuset, forgeant la version finale du grand spéculateur. Leçon moderne, l'histoire du retour de Livermore est une source d'inspiration pour tout trader qui a déjà fait exploser un compte. C'est une expérience fréquente, surtout dans l'univers ultra volatile des cryptos ou des options. Le choc émotionnel d'une grande perte peut être dévastateur. Beaucoup quittent le jeu pour toujours. L'histoire de Livermore montre qu'un retour est possible, mais uniquement avec un changement radical de mentalité. La clé est de traiter le trading comme une entreprise. Un trader moderne peut le faire en rédigeant un plan de trading formel. Ce document décrit sa stratégie, ses règles de gestion du risque, par exemple, la règle de 1%, son processus d'analyse post-trade et ses objectifs. Ainsi, le trading cesse d'être une activité improvisée et émotionnelle pour devenir une opération structurée et professionnelle. L'idée de recommencer petit après une grosse perte est aussi un conseil extrêmement pratique. Si tu as fait sauter ton compte en tradant des futurs avec levier, la solution n'est pas de redéposer de l'argent et de recommencer pareil. La solution est de revenir sur un compte démo ou de trader en taille micro jusqu'à ce que tu aies démontré que tu peux être rentable de manière régulière à petite échelle. Tu dois gagner le droit de trader plus gros. Le voyage de Livermore, de millionnaire à débiteur puis de nouveau vers le succès, est un rappel puissant. Sur le marché, tu ne vaux que ce que prouvent tes résultats récents. La discipline, le professionnalisme et une obsession constante pour la préservation du capital sont les clés pour durer. Chapitre 14. Dans ce chapitre, Livermore quitte un peu le terrain de son récit personnel pour proposer des conseils philosophiques plus directs. Sur l'art de la spéculation, il expose la différence essentielle entre le jeu boursier et la spéculation intelligente. Le joueur, dit-il, agit sur la base d'un espoir aveugle. Il recherche le frisson, l'argent facile, sans véritable fondement pour ses décisions. Le spéculateur intelligent, lui, agit sur la base d'une prévision solidement argumentée, issue d'une analyse approfondie des conditions de marché. Il insiste sur l'importance d'anticiper les probabilités futures. Selon lui, le jeu de la spéculation ne porte pas sur le présent, mais sur l'avenir. On ne te paie pas pour ce que tout le monde sait déjà. On te paie pour avoir correctement anticipé ce qui n'est pas encore évident. Cela exige une pensée indépendante, profonde. Tu ne peux pas gagner de l'argent en suivant la foule, car au moment où la foule comprend enfin un mouvement, il est généralement terminé. Cela l'amène à parler du timing. Il est convaincu qu'il ne suffit pas d'avoir raison sur la direction d'un titre, il faut également avoir raison sur le moment. Il explique qu'il est souvent judicieux d'attendre que le marché confirme ton jugement avant d'entrer en position. Par exemple,
Si tu penses qu'une action qui cote $50 va monter jusqu'à 100, tu n'es pas obligé de l'acheter à 50. Lui préférait souvent attendre que le titre montre de la force, par exemple en franchissant un plus haut vers 60. Acheter à 60, même si le prix est plus élevé, peut être plus sûr, car c'est alors le marché lui-même qui confirme la tendance haussière. Il appelle cela le moment psychologique pour agir. Il introduit aussi l'un de ses concepts les plus puissants, l'étude de la nature humaine. Il affirme avoir autant appris en étudiant ses propres erreurs et celles des autres traders qu'en étudiant la bande de cotation. Les schémas de prix ne sont, au fond, que le reflet des schémas émotionnels humains. La cupidité, la peur, l'espoir et l'ignorance sont les vraies forces qui font bouger le marché, et elles n'ont pas changé depuis des siècles. Le spéculateur qui comprend la nature humaine possède un avantage énorme, car il peut anticiper la manière dont la foule réagira à certaines nouvelles ou à certains mouvements de prix. Leçon moderne, la distinction entre jeu et spéculation intelligente est au cœur du débat actuel sur le trading individuel. Quelqu'un qui achète une option call hebdomadaire hors de la monnaie sur Tesla la veille des résultats en espérant le jackpot se comporte en joueur. Quelqu'un qui analyse la tendance de long terme du marché des véhicules électriques attend qu'une correction ramène Tesla sur un support technique important, puis achète les actions avec un stop-loss défini, agit en spéculateur intelligent. La différence se joue dans le processus, pas dans le symbole. Les idées de Livermore sur le timing et la confirmation sont au cœur de l'analyse technique moderne. Tout le concept de stratégie de breakout repose sur sa philosophie. Un trader d'aujourd'hui ne va pas simplement acheter un titre parce qu'il le trouve bon marché. Il attendra que le prix franchisse une résistance clé avec du volume. Ce breakout est la confirmation que les acheteurs ont pris la main et c'est le moment psychologique pour entrer. C'est bien plus solide que d'essayer de deviner le point bas. Enfin, l'étude de la nature humaine est plus pertinente que jamais à l'ère des marchés pilotés par les réseaux sociaux. Un spéculateur moderne peut utiliser des outils d'analyse de sentiments sur X ou Twitter, Reddit ou TikTok pour prendre la température de la foule. Lorsqu'il voit une crypto-monnaie comme Dogecoin devenir virale, accompagnée d'achats euphoriques et irrationnels du public, un spéculateur à la Livermore n'y voit pas un signal d'achat, mais plutôt le signe que le mouvement est probablement à bout de souffle et qu'un retournement se prépare. Il utilise sa compréhension de la psychologie des foules pour se positionner à contre-courant du troupeau émotionnel. Chapitre 15. Dans ce chapitre, Livermore détaille l'application pratique de sa philosophie de trading. Il expose son système pour conduire une grande campagne sur un titre, système qui repose sur deux piliers, sonder la direction du marché, puis pyramider sa position. Il explique que, lorsqu'il envisage un trade important, il ne se jette jamais d'emblée avec la totalité de sa ligne. Ce serait de l'inconscience. À la place, il commence par une petite position initiale, une sonde. Il teste le marché. Il achète par exemple une faible quantité d'un titre qu'il estime haussier, puis il attend et observe la réaction du marché. Si l'action se retourne immédiatement contre lui, c'est le signe que son timing est mauvais. Il liquide cette sonde avec une petite perte rapide et repasse en mode attente. Pas de drame, pas de blessure profonde. En revanche, si le titre évolue dans le bon sens, c'est le feu vert. Le marché confirme son jugement. C'est à ce moment-là qu'il commence à construire sa position complète. Il ajoute à sa mise de départ, achetant davantage à mesure que le prix monte. C'est sa fameuse technique de pyramide. Il peut acheter une première tranche à 50, une deuxième à 52, une troisième à 55, et ainsi de suite. Il n'ajoute du capital qu'à une position déjà gagnante. Son prix moyen d'achat augmente, certes, mais il le fait avec le vent du momentum dans le dos. Il appuie là où il a raison. Il oppose cette méthode à celle de l'amateur. L'amateur fait exactement l'inverse. Il ouvre sa position entière d'un seul coup. Si l'action baisse, il s'accroche et espère. Pire encore, il renforce à la baisse et alourdit une position perdante. La méthode de Livermore fait en sorte qu'il ne se retrouve massivement exposé que lorsque le marché a déjà démontré qu'il avait raison. Ces sondes initiales sont des expériences à faible risque. Seules les expériences réussies reçoivent plus de capital. Il souligne que cette approche demande une grande patience. Tu peux enchaîner plusieurs sondes qui se soldent chacune par une petite perte avant de tomber sur celle qui capte le début d'un grand mouvement. L'essentiel est de garder ces pertes de test très modestes, d'être prêt à agir rapidement et résolument quand un trade commence à fonctionner. C'est une approche systématique, quasi scientifique, de la spéculation, conçue pour maximiser l'impact de tes bonnes intuitions et minimiser le coût de tes erreurs. Leçon moderne, la stratégie de sondage et de pyramide de Livermore est une véritable leçon de gestion du risque et de dimensionnement de position.
De nombreux grands fonds de suivi de tendance et traders professionnels l'utilisent encore aujourd'hui. Un trader moderne peut l'appliquer à n'importe quel marché. Imaginons qu'il ait une thèse haussière sur le Bitcoin. Plutôt que d'acheter d'emblée 100% de la position souhaitée à 60 000 $, il commence par 25% en tant que sonde. Si le Bitcoin chute immédiatement à 58 000, il peut sortir avec une petite perte contrôlée. Si, au contraire, il grimpe à 65 000, sa thèse est validée. Il ajoute alors un deuxième quart. Si le cours monte ensuite à un nouveau sommet à 70 000, il complète la position. Il a bâti sa ligne complète avec le vent dans le dos et son prix moyen d'achat reste confortablement en dessous du marché. Ce procédé est très supérieur à l'approche all-in, si fréquente chez les particuliers, notamment sur des plateformes comme Robinhood, où un trader mise tout son compte sur une seule idée à un seul prix. La méthode de Livermore vise la survie et la durée. Elle garantit qu'aucun trade isolé ne puisse te rayer de la carte. C'est une façon disciplinée et professionnelle d'aborder l'incertitude des marchés et un moyen puissant de transformer une bonne idée en un gain exceptionnel. Chapitre 16. Dans ce chapitre, Livermore revient sur les dimensions intérieures et psychologiques du jeu, en particulier sur l'idée d'avoir un homme intérieur dans sa propre tête. Il explique qu'un spéculateur doit lutter contre deux émotions humaines dangereuses et profondément enracinées, l'espoir et la peur. Il affirme, de manière devenue célèbre, que le marché est mu par ces deux forces. La peur pousse les gens à vendre trop tôt en marché haussier. Ils décrochent un petit profit parce qu'ils ont peur qu'il se transforme en perte. Et la peur les pousse aussi à vendre dans la panique au plus bas du marché baissier, lorsque les nouvelles sont les plus sombres. L'espoir est encore plus pernicieux. C'est l'espoir qui retient un trader dans une position perdante. Le titre baisse, la bande crie « vend », mais le trader espère un retournement. Il espère, au minimum, revenir à zéro. En bourse, l'espoir est l'ennemi de la réalité. Livermore dit que le spéculateur doit s'entraîner à faire exactement le contraire de ce que lui dictent l'espoir et la peur. Il doit être craintif lorsque les autres sont gourmands, et gourmand lorsque les autres sont craintifs. Concrètement, cela veut dire avoir le courage de vendre un titre qui baisse, même si tu espères qu'il remontera, et avoir le courage de conserver un titre qui monte, même si tu as peur de rendre une partie de tes gains. C'est là qu'intervient la notion des hommes intérieurs. Il explique qu'un spéculateur doit combattre les opinions absurdes qui émanent de son côté émotionnel. En toi, il existe une part rationnelle et analytique qui a élaboré un plan cohérent et une part émotionnelle qui chuchote des choses fondées sur l'espoir et la peur. Le spéculateur qui réussit est celui qui parvient à faire taire la voix émotionnelle et à écouter uniquement la voix rationnelle. Il conclut que le jeu ne consiste pas seulement à lire la bande, il consiste d'abord à se lire soi-même. Tu dois connaître tes propres faiblesses psychologiques et te bâtir des règles et des systèmes pour t'en protéger. Le succès d'un spéculateur est directement proportionnel à son niveau de maîtrise de lui-même. Leçon moderne, le duel entre espoir et peur est le cœur du drame du trading individuel contemporain. L'espoir est l'émotion qui crée les bas goldés, en crypto et sur les actions mêmes. Quelqu'un achète un titre au sommet du battage médiatique. Le titre s'effondre ensuite de 80%. Une analyse rationnelle dirait « vend et protège ce qu'il reste de capital ». Mais l'espoir prend le dessus. On espère un retour au plus haut historique. On rejoint des communautés en ligne d'autres bagoldés qui entretiennent cet espoir. On reste piégé des années, laissant son capital se vider peu à peu. Voilà l'espoir comme force destructrice. La peur, elle, est à l'origine des ventes paniques lors des cracks. En mars 2020, au début de la pandémie de Covid, le marché s'effondrait. Les nouvelles étaient terrifiantes. La peur dominait. De nombreux investisseurs de long terme, y compris des adeptes du mouvement FIR pourtant dotés de plans solides, ont paniqué et vendu leurs ETF au plus bas, transformant des pertes temporaires en pertes définitives. Ils ont laissé la peur écraser leur stratégie rationnelle à long terme et ont manqué la reprise spectaculaire qui a suivi. Le conseil de Livermore est de bâtir un plan de trading suffisamment objectif et fondé sur des règles pour que l'espoir et la peur n'aient plus de prise. Tes règles devraient te dire exactement quand entrer et surtout quand sortir. L'ordre de stop-loss est l'outil ultime pour tuer l'espoir destructeur. C'est une décision prise à l'avance de sortir d'un trade perdant à un prix précis, exécuté automatiquement, sans que les émotions puissent interférer. En construisant ce type de système objectif, le trader moderne peut se protéger de ces deux forces qui détruisent les spéculateurs depuis des siècles. Chapitre 17. Ce chapitre offre un regard fascinant sur la puissance de la psychologie de marché et sur le danger de vouloir forcer une opération lorsque le timing n'est pas le bon. Livermore intervient sur le marché du blé. D'après son analyse, il est extrêmement haussier.
Il est convaincu que le prix du blé va monter beaucoup plus haut. Il commence donc à construire une grande position acheteuse. Pourtant, le marché ne réagit pas. Le prix est mou, sans élan, et refuse de grimper. La bande lui montre qu'il existe un gros vendeur invisible qui absorbe tous les ordres d'achat et maintient le prix sous un plafond. La ligne de moindre résistance ne pointe pas encore vers le haut. L'ancien Livermore, guidé par son ego, aurait peut-être tenté de lutter contre cette force en achetant encore plus pour essayer de pousser le prix à la hausse. Mais le Livermore mûri a retenu ses leçons. Il comprend que, même si sa thèse haussière à long terme est correcte, le timing immédiat est mauvais. Une force puissante joue contre lui. Il fait alors quelque chose de brillant. Il change de camp. Il liquide entièrement sa position longue et se met à la baisse, s'alignant ainsi sur le gros vendeur. Le prix commence presque aussitôt à chuter et il encaisse rapidement un gain facile du côté vendeur. Il explique que sa loyauté ne va ni au camp des haussiers ni à celui des baissiers. Sa loyauté va au camp qui est en train de gagner. Puis il attend. Il sait que, tôt ou tard, ce gros vendeur n'aura plus de blé à écouler. Il observe la bande comme un faucon, guettant un changement de comportement. Il voit la pression vendeuse se tarir. Il voit le prix commencer à se raffermir. Il rachète alors sa position vendeuse et reconstitue sa grande position acheteuse initiale. Cette fois, le gros vendeur a disparu et la voie est libre. Le prix du blé explose à la hausse et Livermore gagne une véritable fortune. La leçon est multiple. Premièrement, ne te dispute pas avec la bande. Si l'action du prix ne confirme pas ta thèse, respecte-le. Le marché te signale que quelque chose cloche. Deuxièmement, garde l'esprit flexible. Ne sois pas tellement attaché à ton opinion que tu ne puisses plus changer de camp lorsque l'épreuve évolue. Troisièmement, et surtout, comprends que le timing est essentiel. Il avait raison sur la direction finale du blé, mais il aurait été vidé, financièrement et mentalement, s'il avait tenté de traverser de force toute la période de forte pression vendeuse. En sortant, en se plaçant du bon côté pour le mouvement de court terme, puis en revenant à l'achat lorsque le moment était venu, il a maximisé son profit et minimisé sa souffrance psychologique. Leçon moderne, cette histoire est un véritable cours de trading tactique. Un trader moderne peut avoir une solide thèse haussière sur une valeur technologique comme Apple. Mais sur son écran de carnet d'ordre, Level 2, il voit un énorme mur de vente, un bloc massif d'or vendeur à un prix précis. C'est l'équivalent contemporain du vendeur invisible de Livermore. Au lieu d'essayer de défoncer ce mur, il peut choisir d'attendre. Il peut même tenter un petit trade vendeur à court terme, pariant que ce mur va tenir. Ensuite, il attend que ce mur soit entièrement absorbé par les acheteurs. Une fois qu'il a disparu, il sait que la ligne de moindre résistance pointe désormais vers le haut et peut engager sa grande position acheteuse avec beaucoup plus de confiance. Ce type de flexibilité est crucial sur les marchés de crypto-monnaies, particulièrement volatiles. Tu peux être haussier sur le Bitcoin à long terme, tout en constatant que l'action des prix à court terme est clairement baissière. Un spéculateur tactique pourra couvrir son exposition ou même prendre une position vendeuse pour profiter de la baisse. Il n'abandonne pas sa conviction de fond, il respecte simplement la réalité du moment présent, comme le faisait Livermore. Ce chapitre nous apprend que la spéculation réussie n'est pas un exercice rigide et dogmatique, mais une danse fluide avec le marché, qui exige adaptabilité, patience et humilité face au timing. Chapitre 18. Dans ce chapitre, Livermore livre un conseil puissant qui semble contre-intuitif mais qui est essentiel pour la réussite à long terme. Ne sois pas pressé de devenir riche. Il revient sur sa propre carrière et sur celle de nombreux traders qu'il a côtoyés. Il observe que ceux qui sont le plus obsédés par l'idée de gagner beaucoup d'argent, très vite sont presque toujours ceux qui échouent. Il explique que cette précipitation mène à deux erreurs fatales, le surtrading et la prise de risque excessive. Le trader, pressé a l'impression qu'il doit être en permanence sur le marché, qu'il doit saisir chaque petite oscillation. Il supporte mal de rester sur la touche, de peur de manquer une opportunité. Cela le pousse à entrer dans des configurations de faible probabilité et à se faire hacher menu par le bruit du marché. En parallèle, il a tendance à prendre des tailles de position trop grosses en espérant ce coup de circuit qui changera sa vie. Dans ces conditions, une simple série de pertes normales suffit à anéantir tout son capital. Livermore soutient que le spéculateur professionnel doit cultiver la mentalité inverse. Il doit être infiniment patient. Il doit comprendre que le marché ne propose pas des opportunités transformantes tous les jours, ni même tous les mois. Les vraies configurations, claires et à haute probabilité, sont rares. La mission du spéculateur est donc de préserver son capital et son énergie mentale afin d'être prêt à agir avec détermination lorsque l'une de ces rares occasions se présente.
Il compare le marché à un long voyage en train. Il y aura de nombreuses gares sur le trajet. Tu n'es pas obligé de monter dans le premier train qui passe. Tu peux attendre l'express. Il conclut que le désir de s'enrichir rapidement est le plus grand ennemi du spéculateur. Il trouble ton jugement, détruit ta discipline et t'oblige à jouer à un jeu perdant. Le chemin vers la richesse et les marchés ressemble davantage à un marathon qu'à un sprint. Leçon moderne. Cette leçon est sans doute la plus importante pour la génération actuelle de traders qui a grandi dans une culture de gratification instantanée. Les histoires de gens devenus millionnaires du jour au lendemain grâce à Dogecoin ou GameStop ont nourri des attentes totalement irréalistes. Elles ont alimenté une énorme vague de jeux purs, où des personnes prennent des risques colossaux qu'elles ne comprennent pas, dans l'espoir de décrocher le gros lot. La sagesse de Livermore est l'antidote parfait à cette culture du « get rich quick » que prônent tant de influenceurs. Le trader moderne qui intègre vraiment cette leçon adoptera une approche très différente. Il ne ressentira pas le besoin d'opérer tous les jours. Il passera peut-être l'essentiel de son temps à étudier, à observer, et n'agira que lorsque ses critères stricts seront remplis. Il utilisera un dimensionnement de position prudent, ne risquant qu'une petite fraction de son compte sur chaque idée, car il sait que son succès se joue sur sa constance au fil de centaines de trades, et non sur l'issue d'un seul coup. Cette philosophie est tout aussi pertinente pour les investisseurs de long terme du mouvement FIRE. La tentation d'accélérer le chemin vers l'indépendance financière en prenant plus de risques sur des actifs spéculatifs peut être très forte. La sagesse de Livermore le rappelle que le chemin le plus vers la richesse est souvent le plus lent et le plus ennuyeux. En se concentrant sur un taux d'épargne élevé et sur un investissement régulier et patient dans des ETF, il joue un jeu gagnant. En courant derrière les modes spéculatifs, ils mettent en péril les fondations même de leur avenir financier. Ce chapitre nous enseigne qu'en bourse, comme dans la vie, la patience est un super pouvoir. Chapitre 19. Ce chapitre est une discussion fascinante sur l'art de la manipulation de marché. Livermore, qui y a lui-même participé, nous en donne une vision de l'intérieur, surtout en expose les limites. Il insiste sur un point crucial, très souvent mal compris. On ne peut pas manipuler un titre à la baisse ou à la hausse durablement si les conditions de fond ne s'y prêtent pas. Il explique qu'un manipulateur ne peut pas prendre une action fondamentalement solide dans un marché haussier et la faire baisser très longtemps. Toute pression vendeuse artificielle qu'il exerce sera rapidement absorbée par de vrais investisseurs qui reconnaissent la valeur du titre. Le manipulateur ne fera alors que céder ses actions à des mains fortes à bon prix. Inversement, et c'est peut-être encore plus important, un manipulateur ne peut pas prendre une action fondamentalement faible dans un marché baissier et soutenir indéfiniment une hausse artificielle. C'est le schéma classique du pump and dump. L'opérateur peut créer un afflux d'achat et d'excitation, attirant un public avide et peu informé. Mais si l'action n'a pas de valeur réelle, cette hausse artificielle ne peut pas durer. Dès que le manipulateur cesse d'acheter, le prix s'effondre sous son propre poids. Le public qui a acheté au sommet se retrouve alors prisonnier de la position. L'idée clé de Livermore est qu'une manipulation réussie ne va pas contre la tendance, elle la suit et l'accélère. Un opérateur habile qui veut faire monter un titre attendra un marché haussier et choisira une action qui possède déjà un élan positif. Ces achats manipulatoires servent alors de catalyseur, attirant le public et déclenchant un engouement qui se serait sans doute produit de toute façon, mais sur une échelle de temps plus longue. Il en conclut que la meilleure défense contre la manipulation est de faire ses propres devoirs. Il faut comprendre la valeur fondamentale de l'action que l'on achète. Si tu achètes une entreprise saine à un prix raisonnable, tu n'as pas à t'inquiéter des soubresauts de court terme provoqués par des manipulateurs. Mais si tu achètes un titre sans valeur à un prix élevé, simplement parce qu'il monte, tu te livres volontairement aux opérateurs qui cherchent des victimes à tondre. Leçon moderne. Ce chapitre est indispensable pour quiconque s'aventure sur les marchés des crypto-monnaies et des meme stocks, où la manipulation est omniprésente. Le pump and dump classique est presque une routine quotidienne dans l'univers des altcoins. Un groupe fait monter le battage autour d'un coin sans valeur sur Telegram ou Twitter, le prix s'envole, les particuliers entrent en FOMO, puis les initiés vendent tout et le prix s'écrase. La leçon de Livermore est limpide. Si tu achètes un coin qui n'a aucune utilité réelle, aucun projet sérieux derrière, et dont le seul argument est « il monte », tu joues dans un système manipulé et il est très probable que tu sois du côté des perdants. La saga GameStop peut aussi se lire à travers ce prisme. Le short squeeze initial était un coup de maître organique mené par une armée d'investisseurs particuliers. Mais lorsque le prix a atteint des niveaux absurdes, la dynamique a changé. C'est devenu un jeu psychologique où chaque contentait d'influencer le récit et le prix.
Un trader qui comprenait les principes de Livermore aurait vu que le cours de GM était totalement décorrélé de la réalité fondamentale de l'entreprise et que cette envolée ne pouvait pas durer. Il aurait vendu dans l'euphorie au lieu de se transformer en bagoldé. Ce chapitre redonne du pouvoir à l'investisseur individuel. Il explique que tu n'as pas besoin de craindre les walls et les manipulateurs si tu restes fidèle à tes principes. Si tu te concentres sur la qualité, exige une marge de sécurité et t'alignes sur la tendance majeure, tu peux traverser ces eaux agitées sans te noyer. Mais si tu poursuis le buzz en oubliant les fondamentaux, tu te prépares à devenir la liquidité de sortie de quelqu'un d'autre. Chapitre 20. Dans ce chapitre, Livermore présente un autre de ses grands principes de trading, l'importance de se concentrer sur les points charnières, ce qu'il appelle les pivotal points. Il explique que, dans ses débuts, il se contentait d'être un lecteur de bande à la recherche de petits mouvements immédiats. Mais en mûrissant, il a compris que le vrai argent se gagne en identifiant et en exploitant les grands points de retournement dans la tendance d'un titre. Un point charnière, tel que le décrit Livermore, est un niveau de prix qui, s'il est franchi, signale très probablement le début d'un mouvement majeur. C'est un point où le rapport de force entre acheteurs et vendeurs bascule de manière décisive. Il peut s'agir d'une cassure à la hausse vers un nouveau plus haut historique après une longue phase de consolidation, ou d'une rupture d'un support critique après une tendance haussière prolongée. Il soutient qu'un spéculateur ne doit pas grignoter en permanence le marché. Il doit au contraire attendre patiemment qu'un titre atteigne l'un de ses points charnières. Trader à un point charnière offre la meilleure combinaison entre forte probabilité de réussite et ratio risque-rendement clair. Si tu achètes un titre au moment où il casse un point charnière à la hausse, tu peux placer ton stop-loss juste en dessous de ce niveau. Si la cassure est authentique, le cours ne devrait pas revenir à ce point. S'il y revient, ta thèse était erronée et tu peux sortir avec une petite perte contrôlée. Mais si la cassure est réelle, elle peut être le début d'une tendance massive qui dure des mois. Il insiste sur le fait qu'identifier ces points exige une étude approfondie du comportement des prix. Il ne s'agit pas seulement d'un chiffre, mais de l'ensemble de l'action du titre à l'approche de ce niveau et au moment où il enfonce. Le volume augmente-t-il lors de la cassure? L'action montre-t-elle de la force et de la résistance? Le point charnière est le moment de vérité et le spéculateur professionnel vit pour ces instants. Ce sont les points de risque minimum et de potentiel maximum. Leçon moderne. Le concept point charnière est la base de l'analyse technique moderne et des figures chartistes. Ce que Livermore appelait un point charnière, le trader d'aujourd'hui le nomme niveau clé de support ou de résistance. Une cassure au-dessus d'une résistance de long terme est un point charnière aussi typique. Imagine un titre bloqué sous 100 € pendant un an. Le jour où il clôture au-dessus de 100 avec un gros volume, c'est un point charnière. Une cassure en dessous d'un support majeur est un point charnière baissier. Les figures comme tête et épaule, tasse avec anse ou les triangles ne sont que des façons de visualiser un titre qui se prépare à un point charnière. Un trader moderne se sert de ces concepts tous les jours. Il ne va pas acheter Amazon au hasard. Il attendra que le titre forme une consolidation claire, puis l'achètera lorsqu'il en sortira par le haut, en plaçant son stop-loss juste sous le niveau de cassure. C'est l'application directe de la stratégie des points charnières de Livermore. Cette approche offre un cadre objectif et discipliné pour traders et permet de réduire l'impact des émotions. Tu n'achètes plus parce que tu as un pressentiment. Tu attends que le marché signale son intention à un niveau que tu as défini à l'avance. Cette discipline est essentielle pour quiconque intervient sur des marchés volatiles comme les cryptos ou les valeurs technologiques. En concentrant ton attention sur ces points charnières à forte probabilité, tu filtres une grande partie du bruit et tu améliores considérablement tes chances de succès. Chapitre 21. Dans ce chapitre, Livermore donne un conseil de prudence forgé dans sa propre douleur, le danger de prendre une grosse position sur la base d'un tuyau provenant d'un grand initié. Il raconte l'histoire d'un homme qu'il appelle Thomas F. Woodlock, un magnate du rail très respecté et extrêmement bien connecté. C'est un véritable initié, le genre d'homme qui sait réellement ce qui se passe dans son entreprise. Woodlock se prend d'amitié pour Livermore, à titre amical, lui donne un conseil. Il lui annonce que sa compagnie ferroviaire va être rachetée à un prix très avantageux. L'affaire est quasiment bouclée. C'est le type ultime. Livermore, qui avait pourtant juré de ne plus suivre de conseils, fait une exception. Ce n'est pas un simple courtier comme M. Partridge, c'est l'homme lui-même. Il achète un bloc énorme d'actions, en s'attendant à un gain rapide et massif lorsque l'annonce officielle sera faite point, mais l'annonce ne vient jamais. Un problème de dernière minute surgit et l'acquisition échoue. Le titre, qui avait déjà grimpé en anticipation de la nouvelle, s'effondre. Livermore est contraint de liquider toute sa position avec une perte colossale.
La leçon qu'il en tire est profonde. Même un type de bonne foi émanant de l'initié le plus sérieux du monde n'offre aucune garantie. Entre la coupe et les lèvres, dit le proverbe, il y a 1000 embûches. Le monde des affaires est complexe et imprévisible. Une transaction qui semble certaine peut capoter pour une multitude de raisons. Il en conclut qu'il n'existe pas de gain facile en bourse. Chaque position comporte un risque, quelle que soit la source de l'information. Il réalise aussi qu'en suivant ce conseil, il s'est une nouvelle fois laissé aller à la paresse intellectuelle. Il a mis de côté ses propres compétences de lecteur de bande, alors même que le comportement du titre lui signalait que quelque chose clochait, pour se jeter sur une affaire sûre. Il jure, pour la dernière fois, qu'il ne se fiera plus jamais qu'à sa propre analyse de l'action du prix. La bande, dit-il, te dit tout ce que tu dois savoir, et contrairement à un initié, elle ne ment jamais. Leçon moderne. La tentation de profiter d'une prétendue information privilégiée est encore très forte aujourd'hui. Souvent, cela prend la forme de rumeurs sur des forums ou les réseaux sociaux. Quelqu'un peut lire sur Reddit qu'une source interne affirme qu'Apple va annoncer un produit révolutionnaire. Il met alors toutes ses économies sur des options Call Apple, espérant un jackpot. C'est la version moderne de l'erreur de Livermore. Le monde des crypto-monnaies est encore plus sujet à ce phénomène. Des rumeurs de listing sur un grand exchange comme Coinbase ou d'un partenariat avec une grosse entreprise peuvent déclencher des envolées de prix. Beaucoup veulent se placer avant la nouvelle en se basant uniquement sur des bruits de couloir. Mais, tout comme la fusion ferroviaire de Livermore, ces deals peuvent avorter. Le listing peut ne jamais avoir lieu, le partenariat peut n'avoir aucun impact. Ceux qui ont misé tout leur capital sur ces rumeurs se retrouvent alors avec des pertes catastrophiques. L'histoire de Livermore est un plaidoyer puissant en faveur de l'analyse technique plutôt que du trading basé sur les news. Le chartiste part du principe que toutes les rumeurs, toutes les informations d'initiés se reflètent finalement dans le prix. Si un titre doit vraiment être racheté, l'argent intelligent se mettra à l'accumuler discrètement, ce qui apparaîtra sur le graphique par une hausse des volumes et des prix. Le trader n'a pas besoin de connaître la raison précise de la hausse, il lui suffit de constater qu'elle est là. En faisant confiance à la bande plutôt qu'à l'histoire qu'on raconte, tu peux éviter de te brûler avec ces coups sûrs qui ne le sont jamais. Chapitre 22. Dans ce chapitre, Livermore s'attaque à la psychologie du public et au rôle crucial que joue la patience dans la spéculation. Il a atteint le sommet de sa carrière et réfléchit aux erreurs qu'il voit les amateurs commettre encore et encore. Il observe que la personne moyenne arrive sur le marché en recherchant une action constante et des profits rapides. Elle n'est pas prête à s'enrichir lentement. Elle veut devenir riche maintenant. Cette impatience chronique, soutient-il, est le pire ennemi du spéculateur. Elle conduit au surtrading, à une prise de risque excessive et à des allers-retours permanents dictés par l'émotion plutôt que par le jugement. Il raconte une histoire pour illustrer son propos. Il se trouve dans le bureau de son courtier quand un homme ordinaire, un représentant typique du grand public, entre et demande un tuyau. L'ami de Livermore, le broker, lui recommande un titre. L'homme l'achète et l'action monte immédiatement de quelques points. Ravi, il vend pour un petit profit. Il revient le lendemain pour demander un nouveau type. Le cycle se répète. L'homme encaisse de petits gains réguliers et se persuade qu'il est un génie du marché. Livermore observe la scène avec une certaine pitié. Il sait que cet homme joue à un jeu perdant. Il s'entraîne à se satisfaire de petits profits. Pourtant, la bourse n'est pas un endroit où l'on peut vivre durablement en grappillant des miettes. L'argent sérieux, rappelle Livermore, se gagne en captant les grands mouvements. Et pour capter un grand mouvement, il faut avoir la patience de garder une position gagnante pendant des semaines, voire des mois. L'homme qui prend systématiquement des petits profits ne se trouvera jamais à bord lorsqu'une grosse tendance se déploiera. Il vendra après 5 points de hausse, puis regardera désespéré le titre grimper de 50 points supplémentaires sans lui. Livermore conclut que le public cherche toujours la voie facile, le raccourci. Il ne veut pas faire le travail dur de l'analyse et il ne possède pas la patience nécessaire pour mener un trade à terme. Le spéculateur professionnel, au contraire, sait que la spéculation est un vrai travail. Elle exige des études approfondies, une patience immense et la force émotionnelle d'aller à l'encontre de ses réflexes. Leçon moderne. Le comportement de cet homme dans le bureau du courtier décrit parfaitement la culture de trading actuelle, notamment sur des plateformes comme Robinhood. Beaucoup de nouveaux traders sont obsédés par l'idée de gagner un petit profit chaque jour. Ils veulent scalper en permanence de minuscules variations de prix. C'est un jeu extrêmement difficile, car ils se battent sans arrêt contre les coûts de transaction, les spreads et le bruit aléatoire du marché. Mais surtout, comme le souligne Livermore,
Cette approche empêche presque totalement de profiter des grandes tendances qui changent une vie. Pense au marché aussi des tech après le crack du Covid. Une action comme Nvidia a réalisé une hausse de plusieurs centaines de pourcents sur les années suivantes. Le trader qui entrait et sortait constamment pour prendre de petits gains aurait certes gagné un peu d'argent, mais serait passé à côté de la majeure partie de ce mouvement gigantesque. Celui qui a eu la patience d'acheter et de rester assis, comme le recommandait Livermore, aurait pu faire fortune. Ce chapitre est un plaidoyer puissant contre la mentalité du trading très fréquent et des petits profits chez les particuliers. C'est aussi une critique du côté obscur, potentiel du mouvement FIR. Même si le mouvement repose sur la patience, le désir d'atteindre l'indépendance financière plus vite peut pousser certains à abandonner leur stratégie d'ETF à long terme au profit d'un trading plus actif et spéculatif, où ils tombent souvent dans le piège des petits gains et des grandes occasions manquées. La leçon de Livermore est claire. La patience n'est pas seulement une vertu sur les marchés, c'est une condition préalable au succès majeur. Chapitre 23. Dans ce chapitre, Livermore propose une réflexion philosophique sur la nature du jeu et l'état d'esprit particulier nécessaire pour réussir. Il affirme que la spéculation est un art, non une science. Il n'existe ni règle fixe ni formule mathématique capable de garantir le succès. Chaque marché est différent, chaque situation est unique. Le spéculateur gagnant n'est donc pas un technicien rigide, mais un artiste souple qui possède un sens intuitif profond du rythme et de l'humeur du marché. Il insiste sur le fait qu'un spéculateur doit être l'élève non seulement du marché, mais aussi de l'histoire, de l'économie et de la psychologie humaine. Il explique que tous les grands mouvements de marché sont portés par des conditions économiques sous-jacentes. Un spéculateur doit comprendre les fondamentaux de l'offre et de la demande, le rôle du crédit et le cycle des affaires au sens large. Celui qui ne connaît que le graphique, dit-il, ne sait en réalité rien. Cette réflexion l'amène à une conclusion forte sur la source de son propre succès. Il explique que ses plus grandes intuitions ne sont pas nées de fulgurances de génie, mais d'une étude profonde et minutieuse des faits, combinée à de longues années d'expérience. Il n'était pas un joueur qui devinait au hasard la direction du marché. Il se voyait plutôt comme un détective qui rassemblait des indices venus de la bande, des nouvelles et de sa compréhension des principes économiques pour construire une prévision logique. Il souligne aussi l'importance de la solitude. Un spéculateur doit penser par lui-même. C'est pour cette raison qu'il partait souvent pêcher ou se retirait dans un bureau privé où personne ne pouvait le déranger. Il avait besoin de ce calme et de cet isolement pour réfléchir en profondeur, loin du bruit et de la contagion émotionnelle de la foule. Il savait que les grands secrets du marché ne se révèlent pas au cœur du tumulte, mais dans les moments de contemplation silencieuse. Ce chapitre élève la spéculation au-delà d'un simple jeu de chiffres et la présente comme une discipline intellectuelle et artistique de haut niveau. Elle exige la rigueur analytique du scientifique, la perspective historique du chercheur et le flair intuitif de l'artiste. C'est un jeu d'apprentissage et d'adaptation qui dure toute une vie, et seuls ceux qui sont vraiment décidés à en maîtriser toutes les facettes peuvent espérer le gagner. Leçon moderne. La vision de Livermore de la spéculation comme un art constitue un contre-discours puissant face à la conception moderne, purement quantitative, des marchés. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'avec suffisamment de données et de puissance de calcul, les marchés peuvent être résolus. Les modèles de trading fondés sur l'IA et le high frequency trading reposent sur l'idée que le marché est un système mathématique. Livermore dirait que cette vision est dangereusement incomplète. Il affirmerait que les camps peuvent modéliser le passé, mais pas l'avenir, car l'avenir est façonné par des émotions humaines et par des événements imprévus qui n'apparaissent dans aucune base de données. Son insistance sur une approche pluridisciplinaire est également une leçon essentielle. Un trader moderne qui ne sait faire que de l'analyse graphique part avec un handicap. Un trader qui comprend aussi l'environnement macroéconomique, qui sait comment la politique de taux de la Banque centrale peut influencer les marchés actions, ou comment un conflit géopolitique peut se répercuter sur le prix du pétrole, dispose d'un cadre décisionnel beaucoup plus riche et plus solide. Le besoin de solitude et de pensée indépendante est plus critique et plus difficile à satisfaire que jamais. Nous vivons à l'ère de la connexion permanente et de la surcharge d'informations. Nos téléphones nous sollicitent sans arrêt. Twitter, Reddit et les chaînes financières diffusent en continu les opinions des autres. Il devient très difficile de trouver un espace de silence pour réfléchir par soi-même. L'habitude de Livermore de rechercher l'isolement est donc un conseil extrêmement précieux pour le trader d'aujourd'hui. Il faut se réserver des moments pour couper le bruit, revoir ses propres opérations, étudier les graphiques sans biais et formuler ses propres conclusions. C'est là que naîtra ton véritable avantage. Chapitre 24. Dans le dernier chapitre du livre, Livermore livre ses réflexions finales sur sa vie de spéculateur. C'est une méditation grave et profonde sur la nature du jeu et sur le prix qu'il impose à un homme.
Il réaffirme ses principes de base, forgés dans le creuset de gains immenses et de pertes dévastatrices. Il rappelle ses maximes les plus célèbres. C'est le jeu lui-même qui t'enseigne le jeu. Tu apprends en agissant et en perdant. Le marché boursier est une étude de la nature humaine. Les schémas se répètent parce que les émotions humaines ne changent pas. Pour gagner vraiment gros, il faut avoir raison et savoir rester en position. Il faut contrôler ses émotions, en particulier l'espoir et la peur. La bande est la vérité ultime. Il ne sert à rien de discuter avec elle. Il raconte ensuite une dernière histoire à propos de vacances à Palm Beach. Il n'avait aucun intérêt pour le marché et cherchait simplement le repos. Mais le bureau de courtage de son hôtel ne désemplissait jamais. Il était bondé de spéculateurs amateurs. Il les voyait reproduire encore et encore les mêmes erreurs classiques. Acheter au sommet, écouter des tuyaux, refuser de couper leurs pertes. Il en conclut que le public ne change jamais. Il est une source permanente de carburant pour les mouvements du marché et se trouve presque toujours du mauvais côté lors des grands retournements. Le livre se termine sur une phrase puissante et teintée de mélancolie. Livermore affirme que le jeu de la spéculation est le jeu le plus uniformément fascinant au monde. Mais ce n'est pas un jeu pour les sots, pour les paresseux de l'esprit, pour les personnes au tempérament émotionnel instable, ni pour les aventuriers du coup rapide qui veulent s'enrichir du jour au lendemain. Ceux-là, dit-il, mourront pauvres. Lui-même a passé toute son existence à essayer de maîtriser cet art d'une difficulté extrême. Il a gagné des fortunes que la plupart des gens n'oseraient même pas imaginer. Mais le lecteur ressent aussi l'immense coût personnel de ce succès, la solitude, le stress et le combat mental permanent. Le livre ne s'achève pas comme un conte de fées. Il n'y a pas de happy end simpliste. C'est un regard réaliste et sans phare sur la vie d'un spéculateur professionnel. L'histoire d'un combat intellectuel et psychologique colossal, celle d'un homme qui a maîtrisé le marché, mais n'a jamais réussi à se maîtriser entièrement lui-même. Au final, c'est autant un récit d'avertissement qu'une source d'inspiration. Bilan moderne. Ce dernier chapitre est à la fois un résumé puissant et un avertissement lucide. L'image des spéculateurs amateurs dans le bureau de courtage de Palm Beach est une métaphore parfaite pour l'environnement actuel du trading grand public. L'application Robinhood, le forum Wall Street Bay, la communauté crypto sur Twitter. Ce sont les bureaux de Palm Beach d'aujourd'hui, remplis de personnes qui commettent exactement les mêmes erreurs intemporelles que celles observées par Livermore il y a un siècle. Elles sont guidées par le battage médiatique, le FOMO et le désir d'argent facile. Les mots de conclusion de Livermore sont un défi lancé à quiconque veut prendre le marché au sérieux. Es-tu prêt à faire le travail difficile? Es-tu prêt à étudier, à être patient, à maîtriser tes émotions, à assumer 100% de la responsabilité de tes résultats? Si la réponse est non, il prévient que tu mourras pauvre. Ce n'est pas nécessairement une prophétie littérale, mais une façon de dire que l'on perdra toujours si l'on joue à un jeu de professionnel avec un état d'esprit d'amateur. La fin tragique de la vie du véritable Jesse Livermore, il s'est suicidé après avoir perdu sa dernière fortune, donne à ce livre une profondeur poignante. C'est la preuve ultime de ses propres enseignements. Il était un génie pour lire le marché, mais, au bout du compte, il n'a pas réussi à vaincre les démons de sa propre nature humaine. Cela rend les leçons de ce livre encore plus fortes. Elles ne concernent pas seulement la manière de gagner de l'argent. Elles parlent de la quête de maîtrise de soi, d'un combat qui ne se déroule pas sur la bande, mais dans les recoins silencieux de l'âme humaine. Voilà la dernière éternelle leçon de l'opérateur de bourse. Extension au contexte moderne. Que dirait Livermore aujourd'hui? Essayons une expérience de pensée. Imaginons que nous puissions ressusciter le fantôme de Jesse Livermore et l'asseoir devant une station de trading moderne avec plusieurs écrans, des graphiques clignotants et des flux d'actualité en temps réel. Que penserait-il? Il serait à la fois comme un enfant dans le plus fabuleux magasin de bonbons du monde et comme l'homme le plus sage et désabusé de la pièce. La technologie, une arme à double tranchant. Livermore, maître dans l'art de lire la bande, serait totalement fasciné par la technologie d'aujourd'hui. La possibilité de voir chaque mouvement de prix, chaque carnet d'ordre crypto et chaque nouvelle mondiale, en temps réel, lui semblerait être une superpuissance. Il a passé sa vie à chercher des informations plus rapides et plus fiables. Nous les avons désormais au bout des doigts. Trading algorithmique et haute fréquence HFT. Il ne verrait pas ces acteurs comme des ennemis, mais comme l'aboutissement logique de la bande. Il considérait les algorithmes de HFT comme des millions de minuscules lecteurs de bandes ultra rapides, réagissant tous à la même action des prix. Il consacrerait son énergie à comprendre leur comportement, à repérer des schémas dans leur manière d'opérer et à trouver des angles pour exploiter leurs réactions mécaniques. Pour lui, ce ne serait rien d'autre qu'un nouveau joueur, plus puissant, dans le même jeu.
Logiciel de graphique. La possibilité d'afficher instantanément le graphique de n'importe quel actif, avec n'importe quel indicateur et sur n'importe quelle unité de temps, serait une révélation. Lui qui tenait des registres à la main pourrait tester ses théories sur les points charnières et les tendances en quelques clics. Il deviendrait un maître chartiste, mais continuerait de souligner que les figures graphiques ne valent quelque chose que parce qu'elles reflètent la psychologie humaine. Crypto-monnaie. Livermore serait irrésistiblement attiré par les marchés crypto. Leur extrême volatilité, leur fonctionnement 24h/24 et la spéculation brute, et Agnon ferait son terrain de jeu idéal. Il adorerait relever le défi d'un marché sans ancrage fondamental clair, mu essentiellement par l'espoir, la peur et les récits. Il serait un maître pour surfer les bulles, les shorteurs les cracks, et il est quasiment certain qu'il aurait gagné puis perdu plusieurs fortunes rien que sur le Bitcoin. Stratégie, l'intemporel et le dérisoire. Comment Livermore jugerait-il les stratégies dominantes de notre époque? Investissement passif, ETF, mouvement FIR. Il serait probablement très critique, voire méprisant. Il verrait l'achat d'indices comme une renonciation à penser, une stratégie. Je ne veux rien savoir pour ceux qui n'ont pas le courage d'avoir une opinion. Pour lui, le marché était un jeu auquel il fallait jouer pour gagner, pas un système dans lequel on se contente d'être présent. Il parlerait sans doute de diversification et soutiendrait qu'en achetant l'indice, on s'assure des résultats médiocres, car on achète à la fois les gagnants et les perdants. Il aurait du mal à comprendre l'état d'esprit de celui qui se contente de la performance moyenne. Day trading et swing trading, il verrait dans les day traders et swing traders d'aujourd'hui ses descendants directs. Il reconnaîtrait leur figure graphique, leur obsession du momentum et leur volonté de capter les tendances à court moyen terme. Mais il critiquerait les stratégies de scalping ultra court terme si répandues. Il réaffirmerait sa conviction que le vrai argent se gagne sur les grands mouvements et inviterait les traders à lever les yeux du graphique une minute pour se concentrer davantage sur les graphiques journaliers et hebdomadaires. Réseaux sociaux et influenceurs. Des plateformes comme Wall Street Bay ou Twitter constitueraient à ses yeux le flux de sentiments de marché le plus puissant jamais créé. Il serait un observateur attentif, mais silencieux. Il les utiliserait pour mesurer la psychologie du public, pour voir où va l'argent naïf. Les messages euphoriques au sommet d'une bulle et les messages désespérés au creux d'un crack seraient pour lui des signaux de confirmation parfaits pour ses positions contrariennes. Quant aux influenceurs qui distribuent des tuyaux, il les verrait comme les Monsieur Partridge modernes et les remercierait de baliser si clairement la trace de l'argent mal informé contre lequel il souhaite se positionner. Des principes intemporels comme boucliers. Dans un monde complexe dominé par les algorithmes, les principes fondamentaux de Livermore seraient son encre. La bande comme vérité ultime. Dans un monde de fausses informations, de récits contradictoires et de deepfakes, il soutiendrait que l'action du prix est la seule chose en laquelle un spéculateur peut vraiment avoir confiance. C'est l'arbitre final de toutes les opinions. Suivre la ligne de moindre résistance. Cette idée simple est un filtre puissant contre le bruit. Elle l'empêcherait d'acheter des story stocks en chute libre et l'alignerait avec les grandes tendances de fond, qu'il s'agisse de l'IA, des énergies renouvelables ou d'autres secteurs structurellement porteurs. Dominer le fou intérieur, il savait que le plus grand danger, c'était lui-même. Dans un monde où il suffit d'un clic pour trader avec effet de levier, cette discipline intérieure serait 1000 fois plus importante que dans son époque. Les outils d'autodestruction sont plus puissants que jamais. Livermore en conclurait qu'au fond, rien n'a changé. La technologie est nouvelle, les noms des actions ont changé, mais le jeu est resté le même. C'est une bataille intemporelle d'intelligence, de courage et de discipline qui se joue sur la grande scène des émotions humaines. Et il savourait chaque minute. Réflexion finale, 10 leçons intemporelles d'un opérateur de bourse. En refermant les dernières pages de cette histoire hors du commun, nous restons avec un ensemble de vérités brutes, puissantes et intemporelles sur le marché. Réminiscence of a Stock Operator n'est pas seulement une biographie, c'est un texte fondateur sur l'art de la spéculation. Si l'on devait distiller la sagesse durement acquise de Jesse Livermore en ses leçons essentielles, on obtiendrait ces 10 commandements du jeu. C'est le jeu qui t'enseigne le jeu. Tu ne peux pas apprendre à spéculer uniquement dans les livres. Le vrai savoir se paie avec de l'argent réel et de la douleur réelle. Tes pertes sont tes frais de scolarité. Étudie-les, apprends quelque chose et refuse de payer 2 fois pour la même leçon. Le prix est la vérité ultime. L'action des prix te dit tout ce que tu dois savoir. Les nouvelles, les rumeurs, les fondamentaux et les opinions viennent après. Apprends à lire la bande et tu apprendras à lire l'esprit du marché. Ne discute pas avec elle. Le gros argent se fait sur les gros mouvements. Ne te contente pas de petits profits rapides. Les récompenses les plus importantes viennent du fait d'identifier une grande tendance et d'avoir la patience et le courage de la laisser se développer.
Ce n'est pas la réflexion seule qui fait gagner l'argent, c'est la capacité à rester en position. Suis la ligne de moindre résistance. N'essaie pas d'être un héros en appelant le sommet ou le creux exact. Détermine la direction de la tendance principale et nage avec le courant, pas contre lui. Achète dans un marché haussier, vends dans un marché baissier. Maîtrise-toi toi-même et tu maîtriseras le marché. Le combat décisif ne se joue pas contre le marché, mais contre ta propre nature. Tu dois vaincre les deux démons jumeaux que sont l'espoir et la peur. L'espoir est l'allié des perdants et la peur empêche de gagner. Un spéculateur n'est pas un investisseur. Ce sont deux jeux différents, avec des règles différentes. Ne laisse jamais une spéculation se transformer en investissement long terme sous prétexte que tu refuses de prendre ta perte. Si tu as tort, sors, protège ton capital et attends la prochaine occasion. Ne moyenne jamais à la baisse. Ajouter à une position perdante est le péché capital du spéculateur. C'est renforcer l'erreur. Renforce tes gagnants, pas tes perdants. Augmente ton exposition seulement lorsque le marché t'a déjà donné raison. Réduis jusqu'au point où tu dors bien. Ta gestion du risque doit te permettre de rester en paix. Si une position t'empêche de dormir, c'est qu'elle est trop grosse. Aucun trade ne mérite ta santé ou ta sérénité. Le marché est fait pour tromper la majorité. Le mouvement évident est presque toujours le mauvais. Tu dois apprendre à penser à contre-courant, à te tenir à distance de la foule et à faire confiance à ton jugement indépendant. Patience, patience, patience. Le marché n'offre pas de grandes opportunités tous les jours. Un spéculateur professionnel passe l'essentiel de son temps à attendre, à étudier et à préserver son capital, afin de pouvoir agir avec force quand une occasion rare et à forte probabilité se présente. Comment un trader moderne peut-il appliquer ces leçons dès maintenant? Commence par développer un profond respect pour le jeu. Comprends que ce n'est pas simple et que tu paieras pour ton éducation. Tiens un journal de trading et analyse tes pertes sans complaisance. Quelle erreur émotionnelle as-tu commise? As-tu agi par espoir? Es-tu resté paralysé par la peur? Puis simplifie ton approche. Concentre-toi sur l'identification de la tendance principale et sur la reconnaissance des points charnières. Élabore un système simple et basé sur des règles pour entrer et sortir à ces points précis. Et surtout, pratique une gestion du risque implacable. Définis ta perte maximale avant chaque trade et respecte ton stop sans discussion. Comme le montre la vie de Livermore, le génie ne vaut rien sans discipline. Le spéculateur qui survit et prospère est celui qui a fait de la préservation du capital son art principal. C'est le chemin vers la longévité dans le jeu le plus fascinant du monde.